Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10 films en vrac, votre petite dose hebdomadaire, enfin plus vraiment, mais en tout cas votre petite dose de discussion ciné. Je dois tout de suite faire mon mea culpa concernant l'épisode précédent, l'épisode avec Sébastien de la chaîne Le Mediavore, qui est un épisode, évidemment que vous avez senti, et même moi le premier, qui est très particulier, où je suis franchement un pur connard dedans, enfin je suis vraiment détestable, mais Sébastien paraît pas très à l'aise et passe un sale moment, on a l'impression. Donc je m'excuse auprès de vous d'avoir proposé un épisode pareil, et je m'excuse auprès de Sébastien de l'avoir mis dans une situation où il paraît aussi peu à l'aise, et il n'est pas à son avantage dans cet épisode. Pour la petite histoire, rapidement, c'est un épisode donc on avait déjà enregistré, il y a eu un problème technique au niveau du son, et le premier épisode qu'on avait enregistré, je n'avais pas du tout le même comportement, j'étais beaucoup plus passif, où je demandais, alors ce film t'en penses quoi? Hop, il parlait, et je disais ce que j'en pensais, et on mettait une note, et ainsi de suite. J'avais pas forcément apprécié cet épisode, enfin je le sentais pas terrible, parce que je trouvais que ça manquait de relief, et donc quand on l'a refait, je me suis dit, bon, je vais aborder l'épisode différemment, je vais essayer de poser des questions pour essayer d'attaquer les films sous des angles particuliers, quoi, des angles précis. Et malheureusement, ça me fait passer pour un espèce de connard arrogant qui pense avoir la science infuse sur tout et qui laisse pas vraiment la chance à son invité de développer lui-même sa propre hypothèse ou sa propre conception des films. Donc je le regrette, ça fonctionne pas du tout. Et de l'autre côté, Sébastien, en plus, ça le met dans une position à devoir répondre à des questions qu'il n'avait pas préparées sur des films dont il se souvient pas nécessairement bien. Enfin voilà, ça fonctionne, mais alors pas du tout. Donc je m'excuse vraiment d'avoir proposé un épisode pareil. Après, je trouvais ça important de le diffuser. L'épisode était diffusable dans le sens où il n'y avait pas de problème technique ce coup-ci. Sébastien était venu, j'avais pas envie de réenregistrer un troisième parce qu'il y a un moment où je suis sur YouTube, c'est aussi une terre d'expérimentation. Je suis pas toujours pour me dire, ouais, moi mon but c'est de contrôler mon image, de présenter toujours des trucs où on est parfait, hyper dans la bonne humeur, machin. Non, je suis sur YouTube, ça me permet de temps en temps, on enregistre une émission, ça rend pas un truc extraordinaire. Je sens que l'émission elle est pas bonne au montage, qu'il y a un truc qui cloche, que c'est pas agréable. Mais je me dis, si je m'auto-censure parce que je veux absolument toujours présenter une image positive de moi et tout, je trouve ça dommage. Donc voilà, donc je l'ai posté. C'est pas un programme qui est vu par énormément de monde, donc au pire, vous regardez le début, ça vous saoule et vous passez à autre chose, c'est pas très grave. Il y en a qui ont écouté tout entier, il y a quand même des choses à prendre, je pense, en termes de discussion cinéma. Mais voilà, c'était important de le poster. Je m'excuse auprès de Sébastien si ça lui fait du tort. Après, je pense pas avoir non plus manipulé les choses pour créer une situation particulière. C'était juste que sur le moment, le feeling qu'on a eu, en plus, c'était plutôt bon au moment d'enregistrement. Je me sentais pas être à ce point-là un casse-bonbon. L'image, par contre, au final, avec du recul, c'est vraiment catastrophique et je passe vraiment pour le roi des enculés. Et donc, je m'excuse je m'excuse d'avoir créé cette situation, mais à la fois, je trouve ça important de pas toujours n'afficher qu'une espèce de vitrine magnifique de nous qui sommes ultra en contrôle de notre image et tout. Je m'en fous un peu, en fait, de mon image. Et si j'ai été un con pendant 2 heures le temps d'une vidéo, j'assume et je passe pour un connard pendant 2 heures. Voilà, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Et franchement, il y a pire. Et je sais pas pourquoi je prends un accent du Sud pour terminer cette phrase. Cela étant dit, on va passer à l'épisode du jour. C'est un épisode classique, donc on va faire les catégories que l'on connaît. Voilà. Et on va commencer tout de suite donc par le premier film au hasard. Écoutez, j'ai pas ouvert le site, faut que je l'ouvre. Premier film au hasard. Et on est sur un film d'animation, un film réalisé par Trey Parker, donc vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. On est sur South Park, le film sorti en 1999, que j'ai pas vu depuis un bail, mais dont je garde quand même un assez bon souvenir. Si je ne m'abuse, ça parle en fait de Terrence et Philippe, les deux humoristes canadiens, qui déclenche une guerre entre le Canada et les États-Unis à cause d'une blague de paix, je crois que c'est quelque chose comme ça, à cause du film, le film Terrence et Philippe qui est interdit au moins de tel âge au Canada, aux États-Unis, et les enfants vont quand même le voir, ils se retrouvent à chanter la chanson Shut your fucking face, uncle fucker, enfin voilà. Et donc il y a une guerre qui se prépare entre le Canada et les États-Unis, le tout manipulé par Saddam Hussein qui baise avec Satan. Donc voilà, c'est du South Park de la belle époque. Moi, c'était l'époque où je regardais beaucoup South Park en plus. C'est marrant parce que j'étais finalement plutôt jeune. J'ai un peu lâché l'affaire avec South Park, mais je crois que c'est toujours aussi bien. En tout cas, je pense qu'ils ont toujours des choses à dire, toujours assez intéressantes. Écoutez, c'est un film qui est dans la continuité directe de la série, qui est dans la même gamme graphique. Donc il n'y a pas d'espèce de step-up où on se dit ils ont plus de moyens, ils peuvent faire un truc
plus, je sais pas moi, plus impressionnant visuellement ou quoi que ce soit. Non, on est vraiment sur un épisode de South Park d'1 h 30 qui comporte tout ce qu'il faut pour faire rire et plaire aux fans de la série. C'est irrévérencieux, ça tacle tout le monde, ça frappe dans tous les sens. Les racistes s'en prennent plein la gueule, les antiracistes s'en prennent plein la gueule. Enfin, l'Amérique s'en prend plein la gueule, le Canada aussi. Voilà, c'est vraiment, il y a un truc qui change vraiment par rapport à la série, et ça c'est peut-être là où ils ont été malins et qu'ils ont offert ça au film, c'est vis-à-vis du personnage de Kenny, qui a un rôle particulier. Kenny, vous savez, hein, c'est le personnage qui a la capuche permanente, on voit jamais son visage et il meurt à chaque fois. Et là, il y a tout un jeu justement sur la mort et le lien qu'il va avoir avec Satan une fois qu'il arrive aux enfers et tout ça. Pour Saddam Hussein, il est horrible dans ce film. C'est genre un espèce de nymphomane qui veut baiser avec Satan et enfin, c'est horrible. Leur relation, elle est horrible et Satan, lui, il est en mode déprimé, il sait pas pourquoi il fait le mal. Enfin, il est en pleine crise existentielle. Enfin, c'est débile à souhait, mais c'est tellement drôle. Et donc Kenny, dans ce film, on voit son visage et on comprend qu'en fait sa fermeture éclair était bloquée dans sa bouche. Je crois qu'il s'était bloqué, je crois que c'est un truc comme ça. Il a bloqué sa fermeture éclair, il n'arrivait plus à l'enlever. Donc on voit enfin le visage de Kenny. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir offert ça au film, parce que mine de rien, ça restait le gros mystère de South Park. Et le fait de révéler ça dans le film, même si c'est insignifiant aux yeux des gens qui connaissent pas South Park, ils se disent attends, on voit juste la tête de Kenny, c'est ça qu'il me raconte. Oui, mais dans le film, ça a un sens et ça sort pas de nulle part, quoi. Bon voilà, sinon c'est génial, quoi. C'est l'Amérique. Comme ils disent, hein, bigger, louder et uncut. Je sais pas, je pense que j'ai toujours vu la version non censurée, qui est, oui, c'est du South Park qui se lâche, quoi. Donc il y a des blagues racistes, des blagues sexuelles, c'est n'importe nawak. Il y a une blague qui me faisait super rire. C'est la blague où ils disent on va faire l'opération Vague Noire, je crois, un truc comme ça qui s'appelle. Et ça consiste à mettre tous les soldats noirs en première ligne, en mode sacrifice humain. Et après, quand ils se rendent compte de ça, les soldats noirs, ils se disent non mais oh. Et il y a le chef, le cuistot qui est là, il fait non mais c'est quoi cette merde? Ils se barrent tous en arrière. Et donc au final, c'est tous les soldats blancs qui se font trucider. Et ça a toujours fait marrer, ça a refait une blague, voilà. Donc c'est un bon film, moi j'aime bien South Park le film. Je l'ai pas revu depuis longtemps, mais je pense que pour un amateur de la série, ça fait pas partie de ces séries qui se sont plantées en faisant un film. Je trouve que c'est un peu à l'image des Simpsons, où bon, ça restera pas dans les anneaux de l'histoire du cinéma, mais ça déroge pas à ce que la série était, ça trahit rien, et ça apporte toujours une petite dose un peu plus ambitieuse dans une série qui somme toute, une cadence tellement effrénée que c'est bien aussi de se poser pour faire un long métrage où ils ont pris un peu plus de temps que des épisodes hebdomadaires où ils essaient de coller à l'actu et tout ça, quoi. Donc voilà. Je crois que maintenant je vais donner une note sur 20, c'est ça le but, hein, ouais. Alors tout seul c'est moins drôle qu'à deux de donner une note. Mais dans mes souvenirs, je lui donne 12. Voilà, 12 sur 20 à South Park le film. Je trouve ça plutôt convenable. Donc j'aurais bien aimé avoir... Et toi, le mec qui est à côté de moi, mais qui est pas là, tu lui donnes combien? Non, voilà, écoutez, c'est un épisode tout seul, mais il y en aura d'autres avec d'autres gens, de toute façon, c'est le principe. J'ai envie de refaire partager ça, mais de manière bien moins foirée qu'avec Seb du Medavor. Je suis navré, parce que franchement, ça me faisait vachement plaisir de l'inviter dans l'émission, et c'était pas du tout, il n'y a pas du tout une espèce de... Je reviens là-dessus encore, je suis désolé. Mais c'est vraiment marquant, parce que c'est horrible, c'est très bizarre de faire une vidéo totalement ratée et d'oser quand même la faire. Enfin, c'est un peu kamikaze de ma part, mais c'est... Et même, je fous Seb dans la merde, en fait. Donc ça me pose problème, mais à la fois, on est ressorti de l'émission, on trouvait ça correct, quoi. Donc, voilà. Bref, 12, South Park. Allez, on passe au film d'après. Et comme vous le savez, le numéro 2, on parle d'un vieux film, et on est sur la décennie 1920-1929, et je suis tombé donc sur un film de Murnau, donc ça tombe bien, c'est un des rares réalisateurs de l'époque que je connais plutôt bien. Je vous avoue que cette époque, j'en ai vu pas mal à l'école, mais bon, j'ai d'énormes lacunes sur les vieux films non plus. En fait, c'est pas mon kiff de me faire des films des années 20 tous les deux jours, donc voilà, c'est pour ça, je suis content d'être tombé sur Nosferatu, le vampire, qui est un des premiers films de Murnau. J'ai pas envie de dire de conneries, j'ai pas envie de plonger dans son IMDb, mais en tout cas, ça fait partie des films qui l'ont clairement mis sur la carte en tant que grand réalisateur. Ça raconte l'histoire qui est très proche de Dracula. En fait, c'est l'histoire de Dracula, sauf qu'ils n'avaient pas les droits du roman, donc ils ont appelé ça Nosferatu pour pas se faire attaquer, quoi, grosso merdo. Mais c'est exactement la même histoire. C'est un mec qui doit vendre un domaine dans les Balkans. Donc il va voir un mec qui veut vendre son château. Il arrive dans le château, donc lui il habite théoriquement en Allemagne, à Hambourg, je crois, un truc comme ça. Il va dans les Balkans et dans le château, le mec il est un peu bizarre, c'est clairement un vampire.
Et il y a une connexion qui se crée entre le vampire et la femme du mec qui est parti, de l'agent immobilier, on va dire ça comme ça. Et le vampire se met en tête d'aller en bourg pour aller répandre la peste et surtout dévorer la femme de l'homme. Et donc le vampire arrive à s'échapper, part en bateau, et l'homme qui se réveille un peu après se retrouve à devoir partir à sa recherche pour aller sauver sa femme et tuer Nosferatu. Donc c'est un vieux film en noir et blanc qui dure 1h21, qui est disponible, je pense, sur internet dans une qualité à peu près correcte, mais il y a sûrement des belles éditions DVD et Blu-ray. La grosse particularité de ce film, c'est qu'il s'inscrit normalement dans le mouvement des expressionnistes allemands, donc le mouvement du cinéma allemand post-Première Guerre mondiale, qui palliait un manque de moyens évident avec une inventivité assez dingue, donc avec des décors, vous savez, tout en perspective, où on peut souvent, quand on en parle maintenant, on a l'impression que c'est un peu des films de Tim Burton, ce délire-là. Donc il y a par exemple le cabinet du docteur Cagliari, qui fait partie vraiment du pionnier dans le domaine et qui est le plus évocateur du mouvement des expressionnistes allemands. Nosferatu, il est considéré comme faisant partie de ce mouvement-là, parce que il parle d'un vampire, il y a un côté un peu fantastique, il y a certains cadres qui jouent beaucoup sur le clair-obscur, les ombres et les mouvements d'ombre, et il est réalisé par un Allemand, donc on a un peu tout mis ça ensemble en se disant oui, oui. Le truc, c'est que moi, j'ai un peu de mal à le considérer comme ça, déjà, par une grosse nuance, mais c'est que les décors sont naturels, enfin en tout cas, oui, ils sont quasi naturels dans Nosferatu. On n'est pas sur des décors reconstitués où justement on s'amuse de différentes perspectives, on joue sur ce côté grandiloquent de l'expressionniste, un peu l'image qu'on a du film expressionniste allemand. Et au-delà de ça, je trouve que ce film est plutôt cohérent avec la carrière de Murnau, et je trouve ça bizarre de le réduire à un mouvement juste parce qu'il a été allemand à la même époque et qu'il a fait un film un poil fantastique. Au-delà de ça, c'est pas du tout mon Murnau préféré. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à être réellement investi dans le film tout du long. Je trouve que l'histoire, elle rame un peu. C'est vraiment, là pour le coup, le rythme accuse le coup. Il y a des belles idées, hein. C'est ça qui est intéressant dans les films de Murnau, c'est qu'il y a toujours des petites idées rigolotes. Il y a par exemple le moment où il y a une espèce de time-lapse quand Nosferatu charge les cercueils dans lequel il va réussir à être transporté dans un bateau. Il les charge sur une carriole. Tu as tout un espèce de montage un peu accéléré qui dénote un peu de ce qu'on a l'habitude de voir à l'époque. Tu as des plans qui vraiment arrivent à te rendre cette créature malfaisante et menaçante, et c'est surtout l'interprétation de Schreck, je crois qu'il s'appelle, l'acteur principal, Schleck, je crois qu'il s'appelle, ouais, qui a une tronche, un maquillage, il est très 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 perturbant, et c'est vrai que rien que ça, déjà, il y a un côté hypnotique, il y a pas mal de plans où il joue sur ses ombres, sur l'ombre qu'il va projeter, sur même le fameux plan où il se relève dans le cercueil, où il sort, voilà. Il a vraiment une manière de mettre en image ce vampire qui le rend ultra dérangeant et malsain directement. Et c'est peut-être la plus grosse force du film, c'est ce vampire-là qui est vraiment mis... il y a rarement un vampire qui aura été aussi bien filmé et aussi... T'y crois, quoi. Vraiment, tu te dis, ce mec-là, c'est clairement un vampire. Genre, c'est pas un mec qui a du maquillage ou... Non, c'est un vampire. Je ne vois pas autre chose qu'un vampire quand je le regarde. Et donc, c'est assez flippant. Et donc ça, c'est à mettre au crédit de Murnau et de son comédien. Le film est divisé en deux parties, assez distinctes. Je trouve la première partie toujours un peu mieux et moins brouillonne que la deuxième, même s'il y a quand même des belles choses en termes de suspense et de péripéties dans la deuxième, où tu as un peu un côté genre, mais vite, faut vite réussir à empêcher la menace d'aboutir. Le film est assez plombant, mine de rien. C'est un film qui a eu un remake, réalisé par Werner Herzog dans les années 70, si je ne m'abuse. Et c'est aussi un film qui aura inspiré un autre film, qui est un film avec... comment il s'appelle, monsieur le vampire est joué par William Dafoe, et Murnau est joué par John Malkovich. Voilà, il faut que je retrouve le nom du film, mais en tout cas, c'est un film qui, en fait, raconte l'histoire de ce tournage. Et ce qui est drôle, c'est que le film part du principe que, en fait, oui, Schleck, je sais plus comment il s'appelle, était vraiment un vampire. Donc en fait, le tournage, Murnau est allé vraiment chercher un vampire, tourner des scènes avec le vampire, et le truc, c'est que le vampire a bouffé les gens de l'équipe au fur et à mesure du film. Donc c'est un peu ce que raconte cette espèce de film, qui est plutôt cool, qui vaut la peine. J'ai dû mettre l'affiche à côté pour que vous puissiez connaître le nom, vu que j'ai oublié le nom là à l'heure actuelle. Mais voilà, ça fait partie de ces mythes en fait de cinéma, Murnau, le Nosferatu. C'est un personnage qui a réussi à détourner
on va dire, une figure iconique qui est celle de Dracula, mais à réussir à s'en émanciper un peu, au point que maintenant, il est devenu populaire en soi, Nosferatu, même si on utilise plus vampire là, mais je veux dire, tu parles aux gens de Nosferatu, ils savent à peu près ce que c'est. C'est un film qui a vraiment marqué son époque, clairement, et au-delà de son époque même, justement, vu qu'on en parle encore quasiment 100 ans plus tard, parce que le film date de 1922, donc c'est quand même vraiment, vraiment vieux. Et au-delà de ça, je trouve que les visuels du film sont très beaux, tout ce qui est les affiches et tout ça, voilà, ils arrivent vraiment à pomper, à prendre le film, à en puiser cette espèce de sève, en effet, oui, gothique, effrayante, qui fait que c'est pas anodin en fait. Quand tu arrives à créer des visuels comme ça pour un film, c'est que dans le film, il y a des choses qui t'inspirent à réussir à générer ces visuels-là. Après, il y a les limitations techniques de l'époque qui font que oui, je veux dire, la caméra pouvait pas être ultra mobile, même si Murnau arrivera à être très mobile avec ses caméras dans les films qu'il va faire après. Les lumières, forcément, il y avait un travail qui était compliqué à manipuler. L'image n'a pas une qualité faramineuse. Enfin voilà, il y a tous les problèmes inhérents au début du cinéma. Dans les années 1920, on est au tout début, mais il s'est quand même fait chier à traverser l'Europe, à filmer des choses dans les décors naturels, à utiliser des acteurs qui ont un maquillage qui fonctionnait. Enfin voilà, il a réussi beaucoup de choses et il y a un vrai mystère autour de ce film que je trouve assez intéressant et un vrai héritage que ce film a légué. Au-delà de ça, dans la carrière de Murnau, moi, c'est vraiment pas celui que je préfère. J'ai fait une vidéo sur Murnau pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui la connaissent pas. Je pense que voilà, si vous voulez connaître un peu un réalisateur du début du siècle, cette vidéo est très intéressante pour vous. Elle est assez didactique, très abordable, et j'en parle de Nosferatu en donnant des exemples visuels, des choses vraiment intéressantes qui m'ont plu dans ce film. Parce que c'est vrai que Murnau, c'est un réal qui a toujours eu des bonnes idées et qui a été vraiment un fondateur d'une certaine manière de faire de la mise en scène, une manière qui est très... qui est très, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, en mise en scène, et j'en parle dans ma vidéo, hein, il y a le côté objectif et le côté subjectif de la mise en scène. C'est pas du tout la même chose que les mots qu'on utilise nous en français, hein, objectif et subjectif. C'est plus les Anglais qui utilisent ce terme pour désigner la mise en scène. Et l'objectif, ça va être de ne pas aborder que la mise en scène, c'est par exemple ce qu'on définit souvent comme étant Star Wars. La mise en scène de George Lucas est très objective parce que c'est une mise en scène, en français on va dire plat ou académique, mais en fait c'est une mise en scène qui n'adopte pas la viscéralité d'un personnage, qui n'adopte pas l'état d'esprit d'un personnage, qui te montre les choses, qui te narre les choses visuellement, enfin, par tous les artifices que la mise en scène possède, mais sans imprégner le caractère de quelque chose. Donc qui te montre les choses de manière assez neutre, en fait. C'est plus neutre, le terme qui convient. Là, au subjectif, c'est une mise en scène qui essaye dans la mise en scène, d'inclure l'état d'esprit des personnages que tu filmes, par exemple. Et donc, il y a un côté beaucoup plus... on va dire immersif, potentiellement, quand ça fonctionne bien, mais qui peut être aussi justement poseur ou qui peut être superflu quand ça fonctionne pas, dans la mise en scène subjective. Et Murnau, c'est un des vrais premiers mecs à avoir fait de la mise en scène subjective. Mais beaucoup moins dans Nosferatu que dans le film d'après, qui s'appelle Le Dernier Homme, ou le dernier, The Last Man, le dernier Laugh en anglais, le dernier homme, le dernier des hommes en français, je crois, et qui est un film où, pour le coup, il fait de la mise en scène subjective, où il va vraiment réussir à rendre compte par des artifices de mise en scène de la psyché d'un personnage, quoi. Et ça, c'est vraiment la force de Murnau qui va réussir à faire ça tout au long de sa carrière. Et de temps en temps, il va faire... en fait, c'est rigolo parce qu'il va avoir des bides, il va devoir faire des films de studio aux États-Unis après. Et il y a des films où il va faire ce qu'il veut. Mais vu que les films échouent, le film d'après, il va un peu mettre de l'eau dans son vin. Il va faire de la mise en scène plus objective. Et dès qu'il retrouve du pouvoir, il va refaire des films subjectifs. Enfin, t'as un peu l'impression que c'est... qu'en fait, en fonction de la confiance en lui qu'il a eu par rapport au projet précédent, s'il a marché ou pas, il s'autorise à aller de plus en plus dans le côté subjectif de la mise en scène. Et donc, c'est un des premiers, pour moi, grands réalisateurs subjectifs de l'histoire du cinéma. Mais après, il n'y a pas du tout un rapport qualitatif, hein. Je ne veux pas dire qu'un subjectif, c'est mieux qu'objectif, hein. Un mec comme Clint Eastwood ou même comme Michael Mann, c'est des réalisateurs éminemment objectifs, justement, mais qui arrivent à faire des chefs-d'œuvre et des films grandioses. Je veux dire, vous prenez Hit, c'est un film qui est purement objectif, mais qui est parfait, qui est magnifique dans la manière dont il est objectif, justement. Ou même Sidney Lumet, par exemple, sur l'épisode avec Seb, je parlais de 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, c'est un film purement objectif en termes de mise en scène. Et pourtant, je lui donne 20 sur 20 parce que, justement, l'objectivité de la mise en scène ne prend pas le pas sur la force de l'histoire et arrive à parfaitement nous narrer cette histoire, nous narrer ces personnages, sans prendre parti dans la mise en scène pour l'un ou pour l'autre, et nous laisser parfaitement, en tant que spectateur, observer tout ça comme un petit théâtre où il se passe des choses passionnantes. Et donc ça aussi, ça, la force de l'objectivité, c'est que le réal s'efface totalement derrière l'histoire qu'il raconte, alors que la subjectivité, il y a toujours
le réal est présent parce que de la mise en scène qui utilise des artifices, fatalement, il y a des moments où on se met à se dire « Ah, il y a eu un mec qui a eu cette idée-là, en fait ». Alors que quand les idées elles sont invisibles et que tu t'en rends pas compte qu'un mec a eu des idées, bah fatalement tu te plonges dans le film beaucoup plus. Voilà, donc les grands réalisateurs subjectifs un peu de l'époque actuelle, des mecs comme Edgar Wright, c'est clairement un mec qui manipule beaucoup la subjectivité dans sa mise en scène. Par exemple Tarantino, c'est un mec qui est plus objectif que subjectif, je pense. Malgré le fait que ses films ont beaucoup de personnalité. L'un n'empêche pas l'autre. Mais Tarantino, moi je le mets comme un réalisateur quasi plus objectif. Mais encore une fois, il y a quand même des moments où évidemment il va nous... Mais parce que lui, c'est intéressant parce que Tarantino, sa subjectivité, c'est presque quelque chose dans sa mise en scène qui en fait qui est pas allié à ses personnages plus que ça, qui est plus allié à l'esprit ou à l'esprit des films qu'il veut mettre en scène. Donc d'un coup, quand dans Inglourious Basterds, t'as une voix off de bande-annonce qui vient de présenter un personnage et de narrer son passé, c'est un procédé subjectif. Mais c'est pas un subjectif pour parler de la psyché de ce personnage, c'est plus un subjectif pour te rendre le film tarantinien, quoi. Enfin, tu vois, c'est plus limite un subjectif du réalisateur lui-même, donc c'est plutôt rigolo. Mais voilà, c'est une question qui serait passionnante à analyser dans une vidéo un peu écrite, parce que, bah, fondamentalement, en termes de réflexion sur le cinéma, c'est une question qui est infinie, en fait, de se poser la question sur quel est le plus à propos. Est-ce que le réalisateur doit s'oublier derrière son film et ne pas apparaître? Est-ce qu'un réalisateur doit réussir à se fondre dans le personnage, dans les personnages qu'il raconte au point de nous faire donner l'impression d'être un personnage? Mais ça implique forcément de faire des choix de mise en scène un peu audacieux qui peuvent nous sortir d'une forme d'observation, on va dire primaire de base, de juste regarder des choses se passer sans prendre parti. Et donc le fait de prendre parti fait que d'un coup on doit se mettre à la place de quelqu'un, mais on sait que un coup le réel apparaît, quoi. Enfin, c'est vraiment une question qui me fascine. Donc écoutez, on y répondra un autre jour, mais en tout cas donnez-moi votre avis sur les réalisateurs objectifs, les réalisateurs subjectifs, en termes de... C'est pas du tout le côté objectif, genre l'objectivité c'est le fait de prendre des décisions, de donner un avis ou de donner un fait qui peut pas être contredit parce que c'est objectif, et subjectif ça fait partie des émotions, donc on est beaucoup plus en laissant son cœur parler, voilà, ce genre de truc, c'est pas du tout, c'est les mêmes mots mais pas du tout pour exprimer la même chose. Voilà. Moi, Nosferatu, c'est un film à qui je donne la note de 14 sur 20. Voilà, plutôt une belle note parce que c'est un film qui quand même crée une atmosphère assez dingue, mais qui a des belles idées de mise en scène. Donc voilà, même si je suis pas le plus grand fan de ce film, je dois lui reconnaître quand même des qualités qui outrepassent ma propre sensibilité vis-à-vis directement de quand je le regarde. Et je l'ai eu la chance de voir au cinéma, et en cinéma, c'est vrai que ça marche quand même beaucoup mieux que en DivX ou sur une télé. L'atmosphère y a joué sur les vieux films, et avec une belle orchestration derrière, ça, mine de rien, ça aide. Voilà. Ça y est, Gainsbourg-Chartier, on y est, je vais enfin parler de Bad Boy Bobby. Donc Bad Boy Bobby, c'est un film australien réalisé par un mec dont je n'arrive absolument pas à prononcer le nom de mémoire, qui est le réalisateur de ce bonhomme. C'est Rolf De Heer qui a réalisé un film qui a fait pas mal parler il n'y a pas longtemps. L'homme Charlie's World, un truc comme ça. Charlie's Country, sur un aborigène en Australie que je n'ai pas vu, donc je vais pas faire comme si je l'avais vu, mais j'avais lu de très bonnes critiques à l'époque. Bref, retour à Bad Boy Bobby. Pour info, Gainsbourg-Chartier, c'est vraiment un film que Gainsbourg-Chartier, qui est dans les commentaires assez souvent, m'a vraiment poussé à voir, a tout fait pour que je le voie, il m'a même envoyé un lien et tout ça. Donc c'est bon, je l'ai vu. Alors, je t'invite vraiment à écrire en commentaire que j'épinglerai ce que le film t'a évoqué, parce que clairement, il t'a parlé plus qu'il ne m'a parlé à moi, parce que c'est pas un film que je citerai plus que ça dans les films préférés, mais toi, clairement, oui, donc n'hésite pas à marquer dans les commentaires vraiment quelque chose sur ce que le film t'évoque, parce que j'ai envie d'avoir profondément ton avis sur ce film. Et donc Bad Boy Bobby, donc c'est un film australien réalisé en 1992, qui raconte l'histoire de Bobby, qui est un homme qui a une trentaine d'années, même 30 ans je crois, qui en fait a été élevé par sa mère dans une cave, plus ou moins, et elle lui a fait croire que le monde extérieur était toxique, et donc il a été resté vraiment en huis clos, et c'est un peu dégueu, genre sa mère, il couchait avec sa mère, et bon, bref, voilà, des choses un peu dégueulasses. Et son père va revenir, je ne vais pas trop en dire, mais après, il va se passer quelque chose qui fait que il va aller dehors et il va découvrir le monde extérieur avec sa vision d'homme à la fois candide, totalement asocial, violent, il y a tout un espèce de portrait de personnage qui va donc rencontrer plusieurs personnes qui vont l'orienter dans une direction ou une autre. Et c'est un film qui est franchement radical, c'est-à-dire que vous ne voyez pas des films comme ça tous les jours, c'est clair, net et précis. On est sur un film qui ose énormément de choses,
qui vraiment va aller dans dans le trash, mais c'est pas du trash pour faire du trash, c'est du trash pour dépeindre ce parcours ultra atypique. En fait, fondamentalement, c'est un peu particulier, mais on a l'impression que c'est un peu un espèce de mix entre Mad Max et Forrest Gump, quoi. C'est-à-dire qu'on a ce parcours de Candide, de quelqu'un qui connaît rien et qui va découvrir le monde sous des yeux qui vont justement révéler des choses très étranges dans notre monde, parce que il y comprend rien, et donc il y a des choses qui paraissent super bizarres. Et à la fois, on est dans ce monde qui est vraiment pas dépeint à son avantage, un peu post-apocalyptique. Enfin, il est pas post-apocalyptique, il est comme notre monde, mais c'est vrai que c'est cet Australie un peu du Mad Max 1, j'ai l'impression, qui est un peu ultra violent, où les gens sont tous un peu... Non, finalement, ils sont normaux. Enfin, en fait, je me rends compte qu'ils sont normaux, mais vu que tu les observes à travers le point de vue de Bobby, il y a cette espèce d'état d'esprit un peu en décrépitude, quoi. Particulier, quoi. C'est un peu étrange. Donc c'est un film que je disais qui est particulier, hein. Je veux dire... Il y a certains concepts qui sont quand même pas évidents à avaler. Le personnage principal joue extrêmement bien. C'est assez impressionnant ce qu'il fait. Et son évolution durant le film est vraiment mais magistrale, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le film est finalement assez émouvant et va vers des directions qui sont plutôt épanouissantes. Ce qui pourrait être surprenant au vu du statut de base, enfin du postulat de base. Donc voilà, après ça fait partie de ces films, voilà, où on enchaîne beaucoup de rencontres. Et ces rencontres vont mettre en exergue peut-être un point précis de notre société qui pourrait être un peu à commenter, quoi. C'est un film dur, où il se passe des choses pas forcément rigolo, voilà. Mais il y a un beau message à la fin sur l'émancipation, le fait de l'affirmation, le fait de réussir à trouver sa place dans notre monde, notamment par sa singularité et par l'art, la musique en tout cas. Donc franchement, ça fait partie de ces films que personnellement... je ne serais pas allé voir de moi-même, donc je suis content que tu m'aies forcé à y aller, Gainsbourg-Chartier. Et qui a été, je ne veux pas dire que c'est fait partie des films que j'aime bien, genre je me le regarderai pas demain de nouveau, mais ça fait partie de ces expériences où si tu es dans un bon mood pour les prendre, ça peut te bouger, ouais. Et c'est pas mal de se faire bouger par des films, au moins tu sais que tu vis un truc qui va te dégoûter, t'énerver par moment, te mettre mal à l'aise, même t'émouvoir au bout d'un moment, dans le bon sens du terme, de côté, voilà. Donc il y a vraiment un parcours qui est assez large. C'est intéressant, j'ai lu un peu sur le film pour m'enseigner. Le réalisateur, une fois que Bobby est sorti de l'endroit où il est enfermé, il a engagé un self-opérateur par séquence. Donc, ce qui est supposé donner un peu le fait que chaque fois qu'il découvre quelque chose, c'est la première fois qu'il le découvre, vu que ce serait la première fois qu'un chef opérateur éclairerait ce film, en fait. Donc c'est intéressant d'avoir voulu créer un concept de tournage va permettre au personnage de retranscrire l'état d'esprit du personnage à travers la manière dont on filme. Alors au final, je dois avouer que je trouve que ça se ressent pas trop, il y a quand même une forme de cohérence sur l'ensemble du film qui fait que ça dénote pas plus que ça, d'une séquence à une autre. Mais peut-être que c'est quasiment, ça joue sur des niveaux presque inconscients, où on se rend compte qu'en fait, sans vraiment s'en rendre compte justement, il y a un mec différent qui a filmé chaque séquence, et donc ça crée une forme de renouveau à chaque fois, qui finalement, même si c'est cohérent avec tout le reste, peut-être imprègne le spectateur qui regarde ce film, et a cette sensation de découvrir un nouveau décor, des nouveaux personnages, comme si c'était la première fois qu'on découvrait ces personnes-là, des humains. Parce que c'est un peu ce qui se passe dans la tête de Bobby. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, à part que si vous voulez du cinéma alternatif assez déviant et qui va vous remuer un peu les tripes, sans être gore, c'est pas un film gore, mais c'est un film où voilà, il jongle avec des concepts compliqués, quoi. Comme je vous le disais, le début c'est quand même un enfant de 30 ans qui couche avec sa mère. Est-ce que c'est sa mère ou pas? La réponse, voilà, mais sa mère est une personne de 60 ans obèse, voilà, qui baise, et c'est graphique, hein, je veux dire, tu les vois pas baiser. Enfin, je veux dire, c'est pas un porno, mais tu vois les gens nus qui font l'amour, quoi. Donc, donc faut quand même, faut quand même être prêt à voir ce genre d'image. Mais si vous êtes client de choses un peu alternatives qui remuent, franchement, allez-y. Ah ouais, faut que je lui donne une note à Bye Bye Body. Oh, c'est compliqué ça. Compliqué parce que, ouais, je pense que je vais lui mettre 13. C'est un peu dur, peut-être. Il y a peut-être des films qui mériteraient plus. Mais moi, j'avoue que c'est subjectif ma note, hein. Enfin, je veux dire, c'est ma manière de ressentir le film. Et c'est plus un 13 qu'autre chose, parce que 13 pour l'audace et tout ça, mais après, ça rentre pas dans mes films que j'adule à tout jamais. Mais franchement, explique-moi dans les commentaires pourquoi t'aimes ce film à ce point, et clairement, au moins comme ça, t'arriveras à donner envie à encore plus de gens de le découvrir. Le numéro 4, on est sur un film néo-zélandais, sorti en 2006, qui s'appelle Black Sheep. Black Sheep, voilà, donc les moutons tueurs, pour simplifier le film.
Donc Black Sheep, ça raconte tout simplement l'histoire de Henry qui a été traumatisé par des moutons, mais qui malheureusement va, après sa thérapie pour se soigner de son traumatisme contre les moutons, va, va rentrer chez lui dans sa ferme familiale. Et le truc c'est qu'en fait, dans sa ferme, on fait des expériences sur des moutons, mais on l'a pas dit. Et il y a des militants écolos qui vont libérer des moutons transgéniques. Et en deux mots, ça va être une épidémie de zombies, mais de moutons. Donc les moutons vont mordre les humains et vont transformer les humains en moutons zombies qui butent les humains. Enfin bref, voilà, c'est un film de zombies où tu remplaces les zombies par des moutons. Donc on est sur un film néo-zélandais qui a eu beaucoup de... un vrai... Enfin, je trouve qu'à l'époque, on avait beaucoup parlé. Et je pense que c'était un peu le mérite post-Seigneur des Anneaux, ouais, où on a accordé du crédit à ce qui se passait en Nouvelle-Zélande. Parce que, un coup, ils avaient fourni le Seigneur des Anneaux, donc il y avait un petit projecteur sur ce pays. Et dès qu'il sortait un film un peu atypique, pourquoi pas. Après, ça fait partie aussi de ces films de genre tellement n'importe nawak sur leur pitch, qui fonctionnent très bien en festival et qui gagnent vite fait en renommée au fur et à mesure. En fait, j'ai toujours affilié ce film aussi à Dead Snow, le film suédois ou norvégien, bref, avec des zombies nazis, parce que c'est quasiment le même délire, en mode, on va prendre un film de zombies et on va prendre un délire, mais totalement barré pour le faire exister. Donc là, au lieu des zombies, c'est des putains de moutons. Et ça marche bien, quoi. En plus, c'est tombé un peu à l'époque Internet, où on avait le début des mimes Internet, des vidéos YouTube, des débuts de partage sur Facebook, ou ce genre de trucs, où d'un coup, voilà, tu pouvais partager la photo ou quelques petits moments du film et te faire bien voir sur le net. Donc voilà, c'était vraiment c'était un vrai produit de son époque, il y en a encore aujourd'hui, mais ça me fait penser un peu aussi quand il y a eu la bande-annonce avec Zombie Bin Laden, enfin vous voyez, ce genre de truc qui d'un coup devient viral. Et Black Sheep, pour moi, il a eu un peu ce délire viral de devenir un film qui a eu beaucoup de couverture par le fait que c'était improbable de faire ce film-là. Au-delà de ça, ça fait partie de ces films qui, malheureusement pour moi, dépassent pas vraiment la bande-annonce en fait. C'est-à-dire que toutes les promesses du film sont dans la bande-annonce. La bande-annonce, elle est marrante, elle te dit « Ah, ça va être trop drôle ». Et en fait, sur 1h30, tu t'emmerdes, quoi. Enfin, je veux dire, t'as un quart d'heure rigolo à peu près à disséminer tout au long du film, avec des moments où, évidemment, je crois qu'à la fin, ils sont en bagnole, et ils se finissent par... tu vois, ils tournent en dérision le mouton en l'écrasant, ce genre de truc. Enfin, il y a des morts, des mises à mort rigolotes, ce genre de trucs, évidemment. Mais ça tient pas un film entier, et tu t'emmerdes, quoi. C'est le truc il y a souvent un truc comme ça dans ces films-là. Pour moi, c'est des vrais films à bande-annonce, quoi. Et c'est là où, par exemple, Oussam Zombie Bin Laden, la bande-annonce, la fausse bande-annonce qui avait été faite, par un Français d'ailleurs, voilà, c'est un bon court-métrage en soi, en fait. De faire une fausse bande-annonce d'un film comme ça, où tu vas mettre des bons moments hilarants, qui dans une bande-annonce de 2-3 minutes, 4 minutes, tu vois, grand max, peuvent donner l'impression d'être parfaitement tenus. Mais si tu fais un film d'1h30 dessus, c'est... Parce que les persos, ils sont pas très intéressants. Le parcours, il est quand même difficile à avaler, quoi. Le mec qui a une phobie des moutons et tout, enfin, tu vois, et qui retourne dans sa ferme familiale où il y a que des moutons. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à ça? Je suis pas sûr, mais tout juste est-il que, ça, ils en ont quand même fait un film, quoi. Donc, oui, voilà, voir des moutons énervés, mais ça va pas vraiment au-delà. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, sauf qu'il rentre, encore une fois, dans cette exploitation zombiesque de choses grotesques pour réussir à aller au plus grotesque possible, pour réussir à faire le plus parler de soi. Je pense pas être totalement à côté de la plaque sur ce côté. Après, je pense que sur ce côté, on a tapé un délire, on se dit qu'on va aller au bout du délire, et ça risque de bien marcher. Mais après, les gens ont dû faire ça avec une vraie passion et de se dire, ouais, on va essayer de traiter ça sérieusement, parce que c'est quand même traité avec un vrai premier degré, hein. Enfin, je veux dire, il y a des moments où ça tourne légèrement en dérision, tout ça, mais c'est pas une parodie, quoi. On est vraiment dans le film premier degré, le film de genre, avec des moutons qui sont des zombies, quoi. Donc bon. Et après, c'est quand même rigolo. Le mouton, c'est un animal qui est quand même rigolo, parce que ça ressemble un peu à rien, c'est un peu crétin, enfin, je veux dire, c'est considéré comme étant l'animal panurge de base qui fait que suivre. Donc il y a une imagerie autour du mouton qui est plutôt drôle et il manipule ça de manière marrante dans le film. T'as un mouton qui conduit une voiture en faisant comme ça, c'est à mourir de rire. Et il y a ça dans le film, donc c'est plutôt à mourir de rire. Mais la meilleure blague de mouton de l'histoire du cinéma, évidemment, vous savez tous laquelle c'est. Hein, j'espère que vous savez tous laquelle c'est. Non? Les gars, la meilleure blague de mouton de l'histoire du cinéma, c'est un film français, un film avec Cadet Olivier et Guillaume Canet, qui se passe dans l'espace. Et oui les gars, un ticket pour l'espace, où t'as un mouton qui pilote un hélicoptère. Énorme cette vanne, énorme. Donc, je pense que c'est la meilleure blague de mouton de l'histoire du cinéma. Donc Black Sheep, moi je lui donne un petit 8 sur 10, 8 sur 20. Là, je suis un peu méchant avec Black Sheep, mais c'est passer le délire, j'y vois pas grand chose à gratter. Donc écoutez, on va passer
au numéro 5. Le numéro 5, on est toujours sur la carrière de Tarantino, hein. Je mets un peu de temps à y arriver parce que la dernière fois on l'a pas fait. Et bah j'en étais à Jackie Brown que j'ai revu pour l'occasion parce que voilà, je l'avais jamais vu ou vu une fois il y a longtemps et je m'en souvenais quasiment pas. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir le découvrir ou le redécouvrir, vous choisirez votre terme. Donc Jackie Brown, c'est l'histoire de quoi? Oula, un résumé, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc on commence par suivre Jackie Brown, on la voit dans un tapis d'aéroport, qui est une hôtesse de l'air. Voilà. Et en fait, après, on va découvrir un dealer d'armes qui accueille un ancien tolard chez lui, qui est genre un pote à lui. Et ce dealer d'armes, il a besoin de quelqu'un pour lui trimballer sa thune qu'il arrive à foutre dans des coffres, parce qu'il vend ses armes en Amérique latine, au Mexique. Et donc il a besoin de quelqu'un pour lui ramener de la thune. Et donc c'est Jackie Brown. Mais Jackie Brown, cette hôtesse de l'air, va se faire gauler par les forces de l'ordre. Et elle va devoir donc monter un piège envers son dealer pour qu'il se fasse attraper. Mais le truc, c'est qu'elle a prévu d'être plus maligne que tout le monde. Voilà, c'est à peu près ça. Évidemment, c'est du Tarantino, donc c'est très... Là, c'est vraiment résumé de manière plate, hein, mais il y a beaucoup plus de choses qui s'y passent. Mais c'est un de ses films les plus classiques en termes de narration. On est sur une narration plutôt linéaire, si je ne m'abuse. Oui, non, on revit un peu des moments par moment, oui. Non, je dis un peu une connerie en disant que c'est linéaire, parce qu'à un moment, on va revoir les scènes sous quelques points de vue différents. Mais on n'est pas dans une vraie déconstruction narrative, comme ça peut l'être avec Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Là, on va dire qu'il rentre un peu plus dans le rang. Donc c'est son film post-Pulp Fiction, et c'est quand même pas rien, parce que Pulp Fiction, ça avait changé la face du cinéma mondial. Enfin, ça avait été vraiment un coup de tonnerre dans le cinéma mondial. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un film qui déjà utilise Pam Grier, qui est une actrice de la Blaxploitation, qui avait fait... Je suis nul en Blaxploitation, je ne vais pas faire semblant de m'y connaître, mais en 2 mots... qui était tombé totalement dans l'oubli, je pense, et là il l'a prise, il lui a donné un rôle magnifique, et il l'exploite très bien, il lui donne un très beau rôle. Vraiment, c'est le rôle de cette hôtesse de l'air qui arrive à un point de sa vie où elle essaie de se débrouiller pour y arriver. Elle a fait des boulettes, donc elle a un boulot qui est pas dingue, mais bon voilà, elle fait tout pour s'en sortir, et il y a tout le monde qui la prend pour une buse, et finalement, elle a vraiment de la ressource. Et c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que c'est vraiment un personnage qui est bien mis en valeur et qui est pas, par exemple, sexualisé bêtement, ou je sais pas, de toute façon, elle a quand même un certain âge, et justement, il joue justement de son âge et de son passif, peut-être. Enfin, il y a toute une dimension méta, comme dans quasiment à chaque fois avec Tarantino, mais je pense que quand tu connais la carrière de Pam Grier bien, le personnage a vraiment une double lecture qui est assez intéressante dans ce côté... ça a été une star, ça a été quelqu'un qui était qui était un sex symbole et tout ça, et maintenant, ça l'est plus vraiment, mais à la fois, ça l'est encore un peu pour certains, et il y a toute une imagerie qui est manipulée, qui est assez intéressante, et qui moi, m'a vraiment beaucoup plu, et surtout, elle est vraiment belle, elle joue bien, elle en impose, quoi, c'est vraiment un rôle qui en impose. Au-delà de ça, t'as donc le duo De Niro et Samuel L. Jackson, et comment elle s'appelle, là? Ah, Lewis, merde, j'ai pas envie de dire de bêtises sur je vais aller voir le casting pour pas me planter, parce que j'aime pas me planter sur les noms, c'est ma résolution de l'année, allez, vas-y. Voilà, donc il y a Bridget Fonda aussi qui joue donc Mélanie, Ordell, c'est donc Samuel L. Jackson, et De Niro, il joue Louis Gara, et il y a Robert Foster, mais qui est décédé il y a pas longtemps là, Robert Foster. Ah oui, merde, qui est décédé là, qui est décédé il y a à peine quelques jours. Ah bah merde, voilà. Je me disais en plus quand j'ai vu la mort de Robert Foster, j'étais en train de me dire, je l'ai vu il y a pas longtemps du tout. Et oui, il y a Robert Foster qui joue un super rôle en plus. Il y a Michael Keaton aussi qui joue un flic. Non, il y a un gros casting, mais donc hommage à Robert Foster qui est vraiment très bon dans ce film, qui arrive à jouer un mec qui joue un prêteur sur gage, un mec qui paye les cautions. Alors, c'est un rôle qui est compliqué à comprendre parce qu'on n'a pas du tout ça en France. Mais en 2 mots, tu lui donnes une somme d'argent et il va payer la caution pour toi des gens qui sont en tôle, un truc comme ça. Ou bien, ouais, je crois que c'est ça, c'est ça son rôle, en tout cas c'est comme ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et donc il va avoir un lien, parce qu'il est hyper touché il est attiré clairement par Pam Grier et par son personnage de Jackie Brown. Et il va avoir un côté où il va se livrer à elle, mais ce que ça raconte sur la relation qui est intéressante, il y a c'est une relation qui est assez en retenue, quoi. Il y a une vraie pudeur, en fait, dans leur relation, où tu sens que c'est des gens qui ont eu une vie qu'à bosser et qui, ils vont pas s'autoriser à rêver, quoi. Mais tu vois, ils ont passé le cap du rêve et de se fantasmer des trucs, mais à la fois, ils profitent aussi l'un de l'autre. Et ça fonctionne vraiment bien. Et voilà, il y a la musique aussi qui est énorme. Cette musique au départ, là, quand il est sur le tapis roulant, qui fait tout le générique, qui est colossal, quoi.
Elle revient au début et à la fin du film, et ça t'embaume le film d'une manière de dingue. Au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui m'a un peu déstabilisé, parce que c'est vrai qu'en fait, j'avais pas cette espèce de surprise tarantinesque. Je trouve que les effets qu'il fait, où par exemple à la fin on va voir ce pseudo-truc, enfin on voit un pseudo-truc sous plusieurs points de vue et tout ça, j'y ai pas vu énormément d'intérêt, parce que j'ai l'impression que, en fait, c'est très simple. Enfin, tout ce qui s'y passe est plutôt simple. Après, il y a toujours la gouaille de Tarantino dans ses personnages, les situations sont toujours, on va dire, dopées à coups de tarantinade, quoi, de répliques de dingue, de conversations sur des choses, tu vois, enfin, voilà, il y a tout ça qui est présent dans le film et qui apporte toujours une vraie saveur particulière, mais en soi, les moments un peu, on va dire, dramatisés, de trame, avec des choses, des péripéties, sont pas ultra engageantes, quoi. Il y a un côté un peu, ça ronronne, voilà, ça ronronne, et finalement, il n'y a rien qui te surprend plus que ça. Donc ça m'a un peu déstabilisé. Mais bon, mine de rien, je dis ça, il y a quand même, certains destins funestes qui sont aussi assez haletants, et où tu te poses des questions sur qui va s'en sortir dans toute cette histoire. Donc ce serait de mauvaise langue de dire que tu prévois tout et que tout est prévisible. Mais j'avoue que ça donne l'impression d'être plus intelligent, en termes de construction narrative et de même de, tu vois, il y a un peu un rapport au film de braquage, enfin un peu ça, d'être plus intelligent que ce que ça n'est vraiment. Finalement, c'est très simple, d'être plus complexe ou compliqué. Et finalement, c'est vrai que ça n'allait pas tant que ça. Et au-delà de ça, je dis au-delà de ça toujours, hein, c'est mon petit mot pour passer d'une idée à une autre. Et ça, c'est un peu dommage, je devrais trouver autre chose que ce petit mot. Mais non, je voulais dire quoi déjà? Je voulais dire un truc sur je sais plus quoi. Non, bah écoute, merde. Blanc. J'ai oublié ce que je voulais dire. Écoutez, j'ai eu une idée en tête qui m'est passée et qui est totalement disparue de ma mémoire comme ça. Découvrez-le si vous ne connaissez pas ce Tarantino. C'est probablement un de ses moins populaires au final. C'est, je pense, un de ses moins appréciés. Mais c'est celui où il est le plus sobre. C'est clairement ça en fait. C'est celui où il y va le moins à fond. Oui, voilà, c'est adopté d'un roman. Et donc je pense que c'est aussi ça qui doit faire qu'il a une forme de sobriété, ou en tout cas il n'est pas, j'ai envie de dire, un peu all over the place. Oh putain, tu sais, le connard qui utilise l'expression anglaise au milieu d'un discours français. Mais bon, all over the place, je trouve que c'est une expression qui convient bien à ce que je veux dire. Il est beaucoup plus recentré sur ses personnages et son histoire, là où je trouve que les autres Tarantino, il s'autorise à déborder dans tous les sens, parce que de toute façon, il n'a pas de colonne vertébrale claire, nette et précise, ou bien c'est comme Kill Bill, et c'est genre un post-it, la colonne vertébrale, c'est je vais tuer lui, et autour de ça, je brode plein de trucs. Là, il a beaucoup plus de matière qui lui le force à, comme un entonnoir, à vraiment se concentrer sur la trame et les personnages. Donc, le film comporte énormément. Je ne sais pas ce qu'est le roman, mais j'imagine que ça a dû un peu, voilà, lui donner le recentrer sur plein de trucs. Et ça se ressent que le film est beaucoup moins grandiloquent et en effet touche à tout que les autres films de Tarantino, ce qui en fait un film qui sort un peu de sa filmo, enfin je veux dire qui fait un peu exception, mais qui comporte à la fois aussi tout ce que Tarantino aime faire. Donc franchement, une belle surprise, et je vais lui donner la note de 14 sur 20. Voilà, c'est une belle note, 14 sur 20 pour Jackie Brown. Voilà. J'ai hâte parce que je sais avec qui je fais le prochain épisode, et j'ai hâte de parler du prochain film de Tarantino avec cette personne, parce que je pense que ça va être intéressant. Le prochain, vous le savez, ce sera Death Proof, je pense, parce que j'ai déjà parlé des deux Kill Bill et tout, donc normalement c'est Boulevard de la Mort. Et je vais aller le revoir avant de discuter avec cette personne de Boulevard de la Mort, parce que j'en ai un souvenir un peu... faut que je me refasse une opinion dessus. Bref, la suite au prochain épisode. Et le numéro 6, on change totalement de registre et de pays d'ailleurs, et on va parler de La loi du marché, réalisé par Stéphane Brisé, avec Vincent Lindon, qui raconte l'histoire d'un mec qui bosse dans une usine, je crois, qui perd son boulot, et qui va galérer à en trouver un nouveau, et finir vigile de supermarché. C'est à peu près ça le postulat de base. Je vais bouger ma chaise, ça va faire du bruit. Ah, voilà. Et figurez-vous que c'est la deuxième critique à chaud que j'avais faite sur ma chaîne à l'époque, où je m'étais mis à faire des critiques à chaud. Et à l'époque, j'avais été plutôt conciliant avec le film, en essayant vraiment de prendre ce qu'il y avait à prendre de bon et tout ça. Et au fur et à mesure du temps, j'ai développé une vraie, mais alors une totale, un dégoût pour ce film, et pour en fait la démarche que je considère être celle de Stéphane Brisé derrière, que je trouve mais ultra malsaine. Alors j'ai déjà eu des débats sur Twitter avec des gens, machin, poète, des gens pas aimables d'ailleurs sur Twitter, ils se reconnaîtront pas parce qu'ils écoutent pas mes vidéos, enfin en tout cas s'ils le font c'est que c'est des vrais mazos, parce que les gens me détestent.
Oh, je suis une victime. Non mais bon, bref. Bref, sur ce film, où en fait, j'ai clairement l'impression que Stéphane Brisé, même s'il vient d'un milieu, je crois qu'il est fils de facteur, enfin bon bref, il n'est pas du tout... il fait partie du tout genre d'intelligentsia parisienne, qui bosse dans le cinéma depuis tous les temps, ou qui est riche ou quoi que ce soit, il vient vraiment du milieu des prolétaires et tout ça. Mais même, j'y vois un vrai voyeurisme malsain pour la France et la misère, quoi. Bah, enfin, ouais, j'ai un peu l'impression qu'il prend les pauvres et qu'il les filme comme dans un zoo, quoi. Enfin, tu vois, il y a un peu cette démarche d'essayer de faire un cinéma vérité, donc on est à deux doigts du documentaire. Il n'y a que Vincent Lindon qui est un vrai comédien dans le film. Tout le reste, c'est des gens qui sont amateurs. C'est beaucoup d'impro, c'est filmé un peu avec une distance longue focale, plan séquence, donc tu as l'impression d'assister à une scène prise sur le vif, comme si il n'y avait pas de mise en scène, quoi. Enfin, tu vois, il y a ce côté, ce refus de faire de la mise en scène et de toujours se dire, genre, non, on est là que pour observer, regardez comment c'est les pauvres, quoi. Et donc, c'est ce côté vraiment d'essayer de prendre le bobo parisien qui va aller voir ce film, parce que malheureusement, ce film, c'est un film de festival, c'est un film qui est fait justement pour l'intelligentsia, un peu en mode, genre voilà, c'est le film que les bobos vont aller voir, ou que les bourgeois vont aller voir, en se faisant bonne conscience, en disant, alors, à quoi ça ressemble chez les pauvres? Ah, merci Brisé de nous plonger dans cet enfer de la pauvreté, oh là là. Donc il y a un peu ce côté genre, oh là, on va prendre notre petite dose d'adrénaline en allant voir les pauvres au cinéma, et on en ressort en disant, oh purée, oh là là, je suis bien content de ne pas être un pauvre, hein. Voilà, et donc même s'il a une volonté sociale derrière, de réussir à dénoncer des trucs, justement, à faire réagir en nous montrant la vie qui est dure l'abomination qu'est une vie quand t'es trop précaire, que tu perds ton boulot, que t'arrives pas à en retrouver, qu'on te met à la rue, qu'on te fait perdre ton boulot de manière dégueulasse, et la pression chez les gens qui ont ces métiers-là. C'est-à-dire que tu peux prendre le film vraiment d'un point de vue hyper positif en te disant, c'est salvateur de faire des films comme ça, il en faut, ça montre la réalité des choses et tout. Sauf que moi, le problème, c'est qu'en fait, je ne vois qu'un mec qui me met en scène tout ça, quoi. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que tu me ferais un documentaire en mode striptease, même s'il y a de la manipulation dans le documentaire, c'est pas du tout parce que tu fais un documentaire que t'es forcément véridique. Mais en tout cas, il y a un côté où là, je sais que c'est de la fiction, quoi, que le mec me fictionne l'intégralité du film. Donc, il me crée des situations pour m'apitoyer, enfin vraiment il crée des situations pour apitoyer le sort de ces personnages et faire en sorte que tu te dises genre ah là là la vie est dure, quoi. Et c'est quand même une démarche qui me pose un peu problème, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de manipulation où tu fais passer ça pour la vérité alors qu'en fait tout est fictionné pour t'apitoyer sur le sort des gens. Il y a une forme de misérabilisme qui me saoule, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que c'est du misérabilisme pour moi. C'est que tu te délectes de la misère des gens en disant regardez comment ils sont misérables, ah là là, hein, ça vous remue les tripes, c'est autant de misère, hein. Et ça me perturbe vraiment beaucoup, cette démarche-là. Genre, je me souviens par exemple, après, dans ce film, il a zéro subtilité quand tu le déconstruis, le film, c'est juste, il charge la mule, mais à 200%, quoi. Le mec perd son boulot, Vincent Lindon, il a un enfant handicapé, donc, voilà, c'est vraiment genre... Waouh, tous les trucs, quoi, tu vois, et genre, il charge la mule à mort, à la fin, il va bosser dans un supermarché, et il se passe un événement que je vous dis pas, mais c'est vraiment genre... Oui, ça a dû arriver. Le truc, c'est que t'as toujours des gens qui vont te dire, mais ça arrive, les choses comme ça arrive en vrai. Oui, mais, il y a un moment, ça arrive en vrai, mais tu me le mets pas dans un... Voilà, là, c'est fictionné, là, ça arrive pas en vrai dans le film. C'est un mec qui a décidé de me charger la mule sur chaque événement, pour me faire dire « Oh là là, la vie des pauvres, c'est vraiment horrible, quoi. » Enfin, tu vois, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas parce que ça arrive en vrai que, parce que tu me reconstitues quelque chose de totalement faux, tu peux utiliser cet argument pour que, d'un coup, le film paraisse plus crédible, en fait. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui vraiment je suis pas sûr de me faire comprendre, et je pense que beaucoup de gens vont être en désaccord total avec moi. Et écoutez, c'est normal, hein, je comprends, j'ai un point de vue un peu dissident sur ce film-là et sur cet aspect-là qui me dérange. Après, peut-être que si... il y a peut-être un côté où moi j'ai eu des commentaires à l'époque dans ma vidéo justement qui disaient non mais moi j'ai le même type de vie que ce mec, j'ai totalement réussi à m'identifier, ça me fait plaisir que des gens parlent de ce qui m'arrive comme ça, enfin voilà, si la démarche du film te touche et te parle personnellement parce que tu fais partie des gens précaires ou en situation difficile et que tu t'identifies à tout ça et qu'il y a un côté où tu te sens concerné, ça te fait du bien qu'on parle de toi, c'est que le film, il est pas... Et finalement, tant mieux qu'il existe, tant mieux qu'il fasse ça, et tant mieux que des gens puissent se sentir concernés par
Enfin, au moins, on fait pas des films de grands bourgeois dans des appartements où c'est des éditeurs qui s'embrouillent avec des gens qui tiennent des galeries d'art et qui s'emmerdent à baiser la femme de l'autre. Enfin, voilà. Au moins, c'est vrai que c'est pas ce cinéma-là. C'est un cinéma qui met l'accent sur les personnes en situation problématique en France et qui essaye de leur donner un éclairage particulier. Donc fondamentalement, c'est pas néfaste, je veux dire, loin de là, c'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a quand même, dans le fond de la démarche, de briser quelque chose qui me perturbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a une vidéo que je veux faire depuis longtemps, que je vais peut-être faire un jour, sur justement ce traitement de la misère. Et là où je trouve que quand tu mets de l'onirisme, et quand tu décides par la mise en scène de créer une forme de poésie vis-à-vis de ton film, comme par exemple le fait Xavier Dolan avec Mommy, quelque chose qui me parle beaucoup plus, et que j'arrive beaucoup plus à adhérer, parce que je vois le réalisateur qui essaye de prendre la misère mais de la convertir en poésie, que quelqu'un qui te filme ça avec une froideur absolue, avec une distance pour te donner l'impression que tu observes des gens misérables, comme il fait dans ce film. Et il y a une séquence qui existe dans les deux films qui est très semblable, où d'un coup les personnages ont un moment où ils dansent et ça les émancipe, enfin ils ont un côté de liberté, un moment de liberté en apesanteur. Et dans Mommy, c'est une séquence que je trouve impressionnante et vraiment magnifique. Et dans La Loi du Marché, c'est une séquence qui me débecte au plus haut point, parce que justement il y a ce manque de mise en scène ou cette absence de volonté de mettre en scène la chose pour te donner un point de vue réaliste qui m'horripile, quoi. Qui m'horripile. Au-delà de ça, oui, l'Indon se fond dans la masse est vraiment très bon. Il y a une séquence où il vend son camping-car qui est vraiment horrible. Enfin, je veux dire horrible dans le sens où justement, voilà, il fait du misérabilisme, et là, il est là, il va vraiment te faire tirer la larme à l'œil et te faire dire, ah, putain, mais... Tu vois, où il négocie il négocie pendant 12 minutes son camping-car pour gagner une somme... Enfin, tu vois, il y a vraiment ça où il négocie et tu sens, et là, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut pour son camping-car, et c'est dur, et ça fait mal, quoi, ça fait mal. Ah. Mais bon, si ça fait mal, c'est que ça fonctionne. Très mitigé sur ce film. J'ai vraiment... c'est un des films qui me fait le poser le plus de questions sur le cinéma cette dernière décennie. Donc c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, c'est pas rien de se poser des questions sur un film, tant mieux. Donc rien que ça, je lui dois, quoi. Je lui dois La Loi du Marché. Par contre, j'ai détesté ce qu'il avait fait après. J'ai pas vu En Guerre, mais je pense que c'est le même, c'est encore pire. Mais faut que je vois. Mais par contre, après, il avait fait Une vie, qui est une adaptation de roman, et là, en fait, j'aime pas sa manière de filmer. Enfin, je veux dire, je trouve ça moche, je trouve ça pas intéressant, pas élégant. Pour moi, c'est pas du tout le cinéma que j'aime défendre. Moi, j'aime bien le cinéma qui justement utilise le cinéma dans tous ses artifices pour te raconter une histoire et pour te faire comprendre quelque chose. Là, en effet, c'est juste, je te balance une situation qui est horrible, qui est peut-être proche de la réalité, je sais pas, et je te la filme avec le plus de distance possible pour te faire comprendre que t'es là, t'es impuissant, t'observes, et tu dois rester, et t'es impuissant, et t'es là, et voilà, et tu vis le truc sans aucune utilisation de la grammaire cinématographique. C'est ultra sommaire en termes de grammaire cinématographique. Il y a à la fin des petites utilisations de caméras de surveillance de supermarché, ce genre de trucs, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un film de mise en scène. Enfin, c'est de la mise en scène, mais je veux dire, le parti pris de mise en scène est tellement minimaliste que c'est rarement, moi, ce qui me fait kiffer. Et alors là, en termes d'objectivité, alors là, je peux vous dire que là, on est vraiment justement dans l'objectivité pure et dure. Là, on est plus objectif que ça en termes de mise en scène, ça se fait quasiment pas, quoi. Et c'est justement ce qui me pose un peu problème. J'aime bien quand les réals prennent un peu des positions en termes de... que leur mise en scène nous transporte dans le discours. Là, ça me fait beaucoup trop petit théâtre de la misère pour que ça me parle. Dur de lui donner une note, parce que si je le juge avec cette grille de lecture que j'ai, qui est dégueulasse, je lui mets une note de merde. Mais si j'essaye de me dire que j'ai pas forcément raison avec cette grille de lecture, et que tu vois aussi ceux qui prennent le film de manière positive et qui trouvent le film important et que le film leur fait presque du bien, je sais pas comment c'est possible, mais parce que à partir du moment où tu te sens, t'as l'impression que les gens pensent à toi et t'impliquent dans parlent de toi dans une œuvre, en effet, ça peut en effet te faire sentir bien, et ça fait peut-être bouger des lignes politiques, je sais pas trop. Bah, je rehausserai la note, donc je vais taper entre les deux, je vais lui donner 10, voilà, 10 sur 20. Mais c'est compliqué, là, je veux dire, la note n'a pas vraiment de sens de donner une note à un film comme ça. C'est vraiment... Après, c'est un brûlot politique en plus, donc fatalement, ça fait... Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand tu veux parler de ce film et que tu dois le juger. C'est un film éminemment politique, donc fatalement, c'est difficile de mettre une note pour dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas du tout ça le processus de découvrage de ce film. De découvrage.
Merci pour le français. Alors, on va être sur... écoutez, on va aller sur le numéro 7. Et le numéro 7, vous le savez, c'est le fameux pays. Donc je fais tourner la roue des pays. J'ai trouvé une roue des pays, c'est génial. La roue des pays, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce pays qui tombe? Qu'est-ce que c'est? Attention. La Belgique! La Belgique! Et donc, quel film belge je vais choisir pour parler de la Belgique? Alors, dans l'idée, je ne l'ai pas encore vu. Donc, j'aurais parlé de Belgica, parce que je pense que ça va être un film qui va m'intéresser là-dessus. Mais vu que je ne l'ai pas vu, je ne vais pas parler de Belgica. Donc, je vais parler d'un autre film du réalisateur qui s'appelle La merditude des choses, qui se passe donc en Belgique, mais côté flamand. Donc les personnages ne parlent pas en français, ils parlent en flamand. Et ça raconte l'histoire, en fait la jeunesse, dans une ville de Belgique, d'une famille avec 4 frères, je crois, ou 3 ou 4 frères. Et donc on suit ça à travers les yeux du fils d'un des frères. Et on va suivre un peu, c'est un peu une chronique familiale, avec des frères qui vivent de différentes combines, qui galèrent, il y en a qui est violent, qui va en tôle. Enfin voilà, c'est vraiment cette espèce de chronique familiale sur plusieurs années, où on va suivre un personnage qui, dans le futur potentiel, écrivain, écrira justement sur sa famille. C'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, parce que justement c'est un réal que j'aime beaucoup. C'est le réalisateur, pour ceux qui l'ont vu, d'un film qui m'avait bouleversé, qui a été Alabama Monroe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir Alabama Monroe, qui est un film assez poignant. Beaucoup moins fort, et même en termes de... On sent que c'est marrant parce qu'Alabama Monroe, c'est un vrai film qui a des moments de mise en scène ultra immersive. Non, c'est pas le bon terme. On était un peu sur l'onirisme de Xavier Dolan. Enfin, il y a un peu cette espèce de similitude de réussir à vraiment, par moments, sublimer un instant par la mise en scène. Alabama Monroe, c'est un film qui est très musical parce qu'on suit des musiciens. Et il y a vraiment cette espèce d'alchimie entre les bons mouvements de caméra, les acteurs qui chantent, la belle lumière, tu vois, qui rend la scène magique avec cette musique. Enfin, il y a des fois où il arrive vraiment à sublimer les instants et à nous faire vivre des moments vraiment magnifiques. Là, dans la merditude des choses, tu sens qu'il y a des bribes de ça, qu'il est encore dans cet esprit un peu clipesque par moment, mais clipesque un peu en mode pub de parfum, tu sais, le Terrence Malikian, un peu, ce délire-là, mais pas pleinement, et il est vraiment en construction de son genre, et c'est quand même assez intéressant, quoi. C'est quand même assez intéressant. C'est une série de chroniques, évidemment, qui te montrent la Belgique profonde, j'ai envie de dire, ou la Belgique prolo, pour le coup. Mais alors voilà, c'est intéressant de parler de ce film juste après avoir parlé de La Loi du marché, parce que là, on est sur des souvenirs d'enfance, et là où on va te montrer, là où dans La Loi du marché, il y a vraiment ce côté misérabilisme à mort, là, c'est tout l'inverse, justement. On prend des gens qui vraiment ont une vie misérable, enfin, la merditude des choses, je veux dire, tous les membres de la famille vivent à je sais pas combien dans une baraque, ils ont tous quasiment pas de boulot, ils galèrent, il y en a qui vont en tôle, enfin, c'est vraiment... ils sont en plus un peu des voleurs, détestables, enfin, il y a vraiment ce côté... c'est des parasites un peu de la société, enfin, il y a ce côté... Mais il arrive à te plonger dans leur vie et à te ressortir des vrais moments de beauté, quoi, et de sublime, et tu ris, tu pleures avec eux, enfin, vraiment ce rapport où ils t'offrent un panel, en fait, d'émotions qui sont plus proches de ce que l'humain va vivre que juste de te charger pendant 2 heures avec la vie c'est de la merde, tu vois. Et pourtant le film s'appelle La merditude des choses. Et c'est ça qui est génial, il y a des vrais moments drôles, je me rappelle, il y a tout un concours de bière qu'un des frères participe, enfin voilà, et c'est des moments où tu en ressors avec une vraie euphorie, et des vrais moments où ça te galvanise, un de mes mots favoris, ça te galvanise, et des moments où, à l'inverse, justement, tu les détestes, ces gens-là, et tu te dis, non mais c'est pas possible de vivre dans cette famille, quoi. Et pour le coup, ça fait vraiment partie de ces films que je trouve très intéressants pour raconter un pays, parce que c'est vraiment la volonté de ce film, c'est de te raconter la vie d'une famille, la vie du pays, enfin des gens qui vivent à cet endroit-là, sur plusieurs époques, parce que en fait le film, comme je l'ai dit, il y a une espèce de partie future. En fait, c'est pas qu'il écrit un roman, je crois que c'est qu'il va avoir un enfant qu'il n'a pas nécessairement voulu, et donc il n'a pas envie de faire vivre à son enfant ce que sa famille à lui a fait vivre, parce qu'en plus il y a une histoire d'assistante sociale où il perd où il doit aller vivre
dans un internat, mais lui il veut pas parce que justement il aime ce côté, la merditude des choses, quoi. Il aime ça en fait. Et donc c'est tout ce qui est raconté dans le film. Et donc ça te raconte vraiment la vie dans une époque, à un endroit, dans un pays avec une culture. T'as énormément de choses qui sont liées à la culture de la Belgique. Ils sont tous alcooliques, je pense pas que ce soit lié à la culture de la Belgique, mais voilà, il y a ce côté où vraiment on te parle de la Belgique, quoi. D'une certaine Belgique, certes, mais ça se passe pas n'importe où sur Terre, ça se passe en Belgique, dans un village qui n'existe pas, un village fictif créé pour l'occasion, mais quand bien même. Et c'est pour ça que j'aime bien cette chronique, enfin le numéro 7, c'est ce qui me plaît, c'est d'essayer de se dire, est-ce que j'ai réussi un peu à explorer la Belgique par ce film-là? Pas l'intégralité de la Belgique non plus, il aurait pu prendre plein d'autres films belges. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des films belges qui, pour vous, parlent beaucoup mieux de la Belgique que la merditude des choses, n'hésitez pas à me les noter. Mais en tout cas, je trouve que ça fait partie vraiment de ces films qui me donnent l'impression, quand je le vois, de m'immerger dans ce pays et de me dire, ah ouais, je comprends un peu mieux l'état d'esprit, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un côté, un peu l'état d'esprit belge, qui est ce côté ultra positif, où les problèmes, finalement, c'en est pas vraiment des problèmes, essayons d'en faire le mieux qu'on peut, de prendre les choses avec une espèce de légèreté, qui est pas du tout cette espèce de côté français, où on aime bien se prendre la tête, quoi. Il y a quand même ce côté dans ce film-là, qui te montre une certaine philosophie belge, qui est, après peut-être que les Flamands et les Wallons, ils ont pas du tout la même philosophie en Belgique, et je me plante, mais en tout cas je trouve que pour connaître des Belges, pour y aller souvent et tout, il y a cette forme de légèreté et de distance vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis de la vie, en train de se dire, non mais c'est jamais grave en fait. Enfin, tu vois, même si ça l'est en fait, au fond, c'est pas si pire, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un truc de Belge. Là où en français on est beaucoup plus sur, non mais pourquoi on est comme ça, pourquoi les choses, tu vois. On est beaucoup plus dans l'espèce d'interprétation, de cérébralité des choses, mais ça en devient un spectacle, en fait, nous, en France, quand on réfléchit aux choses. Ça en devient un jeu, quand on est là à rigoler, à essayer de tout décortiquer, juste pour l'amusement que ça peut nous procurer, quoi. Alors que je pense que les Belges, ils ont un côté beaucoup plus cartésien, et face à une situation, ils réagissent, je trouve, par moments, beaucoup plus, en effet, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et puis voilà, on va faire avec, quoi. Donc voilà. Je dis probablement de la merde, n'hésitez pas, mais en tout cas le réal est assez intéressant. N'hésitez pas à aller checker les autres films qu'il a fait, et j'ai vraiment envie de voir Belgica, où je pense que Belgica, ça fait partie de ces films qui, à mon avis, rentreraient bien aussi dans ce critère de parler d'un pays, parce que là on parle d'un bar, donc en plus c'est intéressant, parce que c'est un lieu où on va voir beaucoup de population défiler. Voilà. Et c'est celui qui a réalisé My Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et Steve Carell, qui est sorti l'année dernière, que je n'ai pas vu. Mais voilà, il a commencé à s'émigrer aux États-Unis, le bougre. Il a raison, parce qu'Alabama Monroe, c'était vraiment bien, et ça, je crois que ça avait été nommé aux Oscars. Donc c'est vraiment, voilà, le mec, quand même, il commence à avoir une belle filmo. Il est jeune, 41 ans. Il a déjà 6 ou 7 films à son effigie. Il a 4 longs métrages, 4 ou 5 longs métrages, je sais pas si celui-là c'est un long métrage. Pas mal le boy, pas mal le mec. Bravo monsieur. Donc le réal, pour info, c'est Félix van Groeningen. Voilà. Et écoutez, on va passer au numéro 8. Le numéro 8, c'est un film que j'aime énormément, qui s'appelle L'incroyable destin de Harold Crick, donc Stranger Than Fiction en anglais. C'est un film réalisé par Mark Foster, pardon, le réalisateur de Quantum of Solace, entre autres, des Cerfs-volants de Kaboul, de Trance avec Evan McGregor et Naomi Watts, je crois. Qui a comme rôle principal Will Ferrell, et il y a aussi Emma Thompson, je crois. Non, Emma Thompson. Emma Watts. Non, Emma Thompson, l'actrice britannique. Dustin Hoffman, bref. Et ça raconte l'histoire, un peu barrée, d'un personnage, de Will Ferrell, qui s'appelle Harold Crick, qui travaille pour les impôts, qui un jour entend une voix narrer sa vie. Et en fait, il comprend qu'il est le héros d'un roman, qui est en train d'être écrit par une romancière qui n'avait plus d'inspiration et qui a eu un gros blanc, moment à vide, traversée du désert un peu, et qui s'est remis à écrire. Et le truc, c'est qu'en fait, son personnage existe vraiment. Et donc, on va suivre la vie d'Harold Crick, qui va essayer de retrouver cette autrice, pour lui dire de pas... Parce que une des premières phrases du roman, c'est ce que Harold Crick ne sait pas encore, c'est qu'il va pas tarder à mourir. Et là, il se dit, mais non, faut que je fasse quelque chose pour que cette personne qui gère ma vie ne me tue pas, quoi. Alors c'est un film que j'aime énormément parce que j'aime beaucoup le concept de base et que je trouve assez génial déjà sur le principe qui est
d'illustrer par des mots la vie de quelqu'un. Et donc par exemple, c'est en plus le principe du personnage, c'est que c'est un personnage qui est chiant, qui est immédiatement chiant, qui a rien dans la vie pour comme passion, qui vit seul, enfin qui est vraiment ouais, un mec qui est en train de passer à côté de sa vie fondamentalement. Et que donc il y a une manière de narrer ça qui lui fait prendre conscience en fait de ça, parce que il compte ses coups de brosse à dents pour toujours arriver à 100 coups de brosse à dents pour se brosser les dents, il compte les choses, il n'a rien d'autre à foutre de ses journées que d'être ultra ponctuel, il a une routine qui est ultra rodée, et quand la voix off, la narration lui décrit ça, il s'en rend compte, et il prend conscience qu'il est vraiment en train de passer à côté de quelque chose, et qu'il peut sortir en fait de ce cercle vicieux, ou plutôt de son train-train, qui est en train de l'endormir un peu. Enfin, en anglais, ils ont un terme qui s'appelle numb, qui est vraiment intéressant, j'ai du mal à le traduire à chaque fois, je ne trouve pas le bon terme, mais c'est un terme qui veut dire que t'es amorphe, quoi, ouais, un côté amorphe. Et donc il y a ce côté, voilà, il est empathique par rapport à sa vie. Et le fait d'être narré et de voir Dustin Hoffman, qui est aussi je crois que Dustin Hoffman, il est professeur en littérature, justement, et avec lui, il va essayer de comprendre le style de l'auteur et d'essayer de trouver quel auteur est en train d'écrire son bouquin, justement. Et ça va lui provoquer une volonté de changement dans sa vie. Et donc, il va, par exemple, se mettre à écrire de la musique, à faire de la musique, à apprendre la guitare. Il va rencontrer une fille, parce qu'il travaille pour les impôts, donc en plus, il a un métier où les gens le détestent. Enfin, il débarque quelque part, et vu qu'il fait des redressements fiscaux, des contrôles fiscaux, de base, les gens ne veulent pas, creuser avec lui, quoi. Il va commencer une relation avec quelqu'un et tout. Enfin, voilà. Il va amorcer un vrai changement dans sa vie par le fait de s'entendre, d'entendre sa vie être narrée. Et c'est un concept que j'aime énormément. Le film est assez long, il est plutôt bien construit parce qu'évidemment, t'attends cette confrontation avec l'auteur potentiel. Et évidemment, le but, c'est il y a un enjeu qui est fort, qui est celui de ne pas mourir, quoi. Mais il y a une séquence que j'aime énormément, que j'avais mis dans une vidéo à l'époque, que j'ai mis dans 2 vidéos, je crois même, qui est une séquence de coup de foudre où Maggie Gyllenhaal, qui joue une fille, va tomber amoureux de de Will Ferrell, pardon, parce qu'il d'un coup il chante de la musique, il chante Wild World, Wild World, bon bref, une chanson, j'ai oublié le nom exact, à guitare, comme ça, a cappella. Et c'est un moment de bascule pour le personnage où le changement qu'il a amorcé parce qu'on lui a narré sa vie de merde paye et lui fait rentrer vraiment dans une nouvelle dynamique, quoi. Et c'est un moment qui est vraiment euphorisant pour moi, enfin qui me remplit de bonheur, quoi. Vraiment dans le côté feel good movie, là c'est un moment qui m'a toujours fait du bien. Et quand j'ai vu ce film, j'adore ce moment, c'est un truc que je me souviendrai à vie, quoi, de ce moment de cinéma. C'est très simple, mais c'est une vraie... Ah, j'adore, c'est vraiment... Ça crée une atmosphère qui me plaît, j'ai envie d'être ce perso, j'ai envie d'avoir sa philosophie à ce moment-là, j'ai envie d'être cette fille qui tombe amoureuse de lui, enfin j'aime tout de ce moment-là, quoi. Vraiment c'est un moment que j'aime énormément dans ce film, et donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de trucs que j'aime bien dans ce film, quoi. C'est un peu longué, mais franchement, ça fait partie de ces high concepts, comme on dit, qui sont pour le coup plutôt bien exploités. Que ce rapport, voilà, parce que ça pourrait être le genre de film où tu te dis, oula, ça va partir n'importe où, et ça part pas vraiment n'importe où, c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, je vous le recommande. Ah, j'ai pas mis de note encore au film d'avant, là, à Merditude des choses. Alors, Merditude des choses, je lui donne un 15 sur 20, et désolé, hein, je suis vraiment pas possible avec ce truc, faut que je sois un peu plus rigoureux. Et à Harold Creek, je vais lui donner une petite note correcte de 14 sur 20. Donc c'est quand même une belle note pour un beau film. Je vous le recommande amplement. Voilà. Numéro 9. Alors numéro 9, comme vous le savez, c'est vous qui me mettez ça dans les recommandations. Et donc je vais aller voir dans les commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo pour choper un numéro 9. Alors évidemment, la dernière avec le Mediavore, vous m'avez rien donné comme vidéo, mais dans celle d'avant. Et le numéro 9, c'est Eloï Cinéma, qui a une chaîne YouTube, qui est un petit Québécois qui fait des vidéos vraiment mais de dingue sur le cinéma. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, qui m'a proposé District 9. Donc District 9, qui est, je pense, le premier film. Alors il a dû faire des courts-métrages avant. De comment il s'appelle ce coco qui a fait aussi Elysium et qui devait faire un alien là. J'aime pas avoir des trous, hein. Neil Blomkamp, voilà, oui, pardon, gros trou. Neil Blomkamp qui raconte l'histoire en Afrique du Sud des extraterrestres, enfin un vaisseau extraterrestre s'est posé au-dessus de l'Afrique du Sud et a lâché des habitants. En tout cas, il y a des extraterrestres qui sont tombés. Le truc, c'est qu'ils ont tout de suite été parqués dans une zone, donc ils sont dans des espèces de bidonvilles au milieu de Johannesburg. Et on va suivre un espèce d'agent
qui nous présente, là, on est sur un film qui est un peu du fan footage, enfin un faux documentaire au départ, qui va nous présenter ce camp de réfugiés en fait. Et notre personnage principal est donc chargé de faire un mouvement de population, je crois, de bouger ces extraterrestres du District 9 d'ailleurs. Et on comprend en fait malheureusement que la société, déjà la société humaine exploite les extraterrestres pour des jobs de merde, enfin ils sont vraiment, c'est considéré comme de la sous-race quoi, il y a un côté ultra raciste envers ces extraterrestres, et évidemment aussi on comprend que la société, je crois que c'est MNU, quelque chose comme ça, qui veut en fait exploiter les armes extraterrestres qui sont dans ce vaisseau. Le truc c'est que ces armes ne fonctionnent que quand c'est des extraterrestres qui les manipulent, et notre personnage principal va malheureusement se retrouver à être infecté par quelque chose qui va le transformer petit à petit en extraterrestre, il devient donc le chaînon manquant pour réussir à manipuler la technologie extraterrestre pour les humains, et il va se mettre à être pisté par sa propre compagnie qui va absolument l'utiliser pour justement mener à bien l'utilisation sur les armes. Donc ça part dans une espèce de survival où le mec doit fuir, et il va se réfugier évidemment au cœur de ce bidonville du District 9. C'est un film de SF qui avait fait énormément de bruit à l'époque, parce que d'un coup ça avait été une vraie claque. Il y a un énorme concept derrière, enfin c'est dingue, le concept il est dingue. Ce qui est génial, c'est que bon, c'est un film sud-africain, évidemment, pays particulier, avec l'apartheid, justement, qui a deux populations, l'une qui est minoritaire, mais qui se retrouve à posséder la plupart des richesses, enfin vraiment qui a réussi à prendre le pas sur le pays. Je ne suis pas un grand géopolitologue de l'Afrique du Sud, mais clairement c'est un pays qui a eu des gros problèmes et qui en a toujours, notamment dû à l'apartheid, donc, qui a parqué un peu ses populations dans des zones précises et tout, et donc il va extrapoler ça et le mettre en image grâce à de la science-fiction, donc c'est souvent là où la science-fiction est le mieux, et faire donc un brûlot politique où on nous place dans la peau des enculés qui parquent des extraterrestres dans ce District 9, et faire des extraterrestres cette espèce de race qu'on maltraite, quoi, et qu'on exploite. C'est assez intéressant, c'est vraiment malin, parce qu'il arrive au départ à nous mettre dans la position des gens qui justement trouvent ça logique, parce qu'on est dans le personnage qui justement est mauvais, malsain, enfin qui les méprise, et on est un peu avec lui, et vu que c'est des extraterrestres qui ressemblent en effet à des crevettes ou ce genre de truc, on se prend pas trop la tête et on a l'impression qu'il a raison. Et évidemment le film est plus malin que ça, et au fur et à mesure il va doucement nous faire comprendre le point de vue des autres, et on va avoir un peu plus d'empathie pour ces extraterrestres-là, et donc appliqué à une situation globale, quand tu déportes la situation sur l'Afrique du Sud, ça te fait poser beaucoup de questions, et c'est ça qui est vraiment intéressant et intelligent. C'est pas ce qu'il y a de plus subtil non plus, mais ça a le mérite vraiment d'y aller au moins avec un peu de panache, quoi, et ça moi j'aime bien. C'est un film qui a un style assez beau, enfin derrière les effets spéciaux sont magnifiques, je crois que c'est Weta, parce qu'il y a toujours eu, je crois qu'il y a Peter Jackson qui est un peu derrière, qui a chaperonné un peu le projet, donc je pense que c'est les équipes de Weta, et les effets spéciaux sont magnifiques. L'affiche est très belle, comme vous voyez, c'est une affiche qui a un peu d'audace pour une fois, qui ne nous présente pas juste des stars avec des noms au-dessus et des gros visages. Évidemment, vu qu'il n'y a pas de stars dans le film, il est un peu connu le mec, le sud-africain justement, qui est le personnage principal, qui est dingue, qui fait une performance de malade mental. Franchement, il m'avait vachement impressionné, quoi. Il n'arrête pas de parler, il a un bagou de dingue, il a réparti, sûrement beaucoup d'impro dans son texte et tout. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Il y a tout cet aspect un peu faux documentaire. Alors ça part un peu en vrille à la fin, parce que quand ça devient un peu un gros film d'action, à un moment, je sais plus si le procédé est hyper bien justifié ou pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est cohérent jusqu'au bout, ce délire faux documentaire, ou si même il lâche l'affaire et comment ça devient un vrai film normal. Malheureusement, j'ai un peu oublié ça. Je sais plus trop. Je sais que ça m'a un peu gêné sur la fin, et malheureusement, il y a un peu un côté où le film tombe vraiment dans le film d'action, et c'est peut-être là où il est moins fort, en fait, au final. Il est beaucoup plus intéressant quand on est sur le côté un peu politique et sociologique de cette parabole, avec les extraterrestres qui finalement représentent les Noirs et tout ça. Enfin, voilà, la population noire d'Afrique du Sud, c'est clairement ça que le film essaie de raconter, qui est beaucoup plus intéressant que quand, justement, il devient juste un espèce de film d'action, science-fiction, avec des armes futuristes et tout ça. Mais ça reste très bien fait. Et ça fait partie de ces films qui au moins prennent la SF pour en faire quelque chose d'un peu original, quoi. D'un peu qui a un vrai discours derrière, qui parle de notre monde, mais par le biais de la SF. Voilà, c'est un peu ce qu'on demande normalement à un film de SF, c'est de nous faire réfléchir sur notre condition d'humain, par le biais de la science-fiction, donc des extraterrestres, d'autres mondes, de technologies futuristes, de plein de trucs. Et finalement, on est un peu sur un épisode de Black Mirror, quoi. Enfin, tu vois, voilà.
Non, je déconne, mais c'est vrai que tu sens que Black Mirror s'inspire un peu de ce délire-là, quoi, de District 9, de prendre une situation, de l'extrapoler pour soulever une problématique actuelle par le biais de la science-fiction, quoi. Black Mirror, c'est cantonné à la technologie, mais je veux dire, c'est le même principe, quoi. Et donc je trouve ça assez vraiment, vraiment malin, ça avait bien marqué son époque. 2009, donc il ne pourra pas être dans le top des films de la décennie, parce qu'il est de la décennie précédente. Par contre, ce réalisateur, c'est vraiment un réal qui m'a... Alors, j'ai pas vu Chappie, faudrait que je voie Chappie, mais alors par contre, Elysium, à mon avis, il risque d'être dans mon flop de la décennie, Elysium. C'est pour moi une des plus grosses purges que j'ai vues cette décennie-là. Ah ouais, pff. Catastrophe, Elysium. Catastrophe. Vraiment, mais raté à tous les niveaux, quoi. C'est filmé de manière ignoble, c'est d'une naïveté et d'une niaiserie sur le discours politique, mais horrible. Donc je déteste ce film. Mais par contre, District 9, j'aime vraiment beaucoup. Et il mériterait que je l'achète en Blu-ray, tiens. Donc je vais lui donner une note à District 9, belle note, je vais lui donner un bon 16 sur 20, je pense, quand même. Hein. Je suis quand même généreux, mais c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu et qui fait encore date, donc c'est pas rien. 10 ans après, on en parle encore et il est encore d'actualité dans ce qu'on aimerait voir au cinéma, donc c'est quand même pas rien. Et on va passer au dernier film de cette émission. Merci énormément, Eloï Cinéma, pour ta recommandation, enfin d'avoir proposé un film. Et continue sur ta chaîne, bravo à toi, franchement, bravo. J'aurais kiffé ouvrir ma chaîne à ton âge et avoir autant de bagou pour parler cinéma que toi. Voilà, donc continue, bravo. Et le dernier film de la liste, c'est un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sorti en 2017, qui s'appelle Seven Sisters, réalisé par... Ah, j'ai envie de voir le nom du réal parce que je sais que le site, il me propose pas le bon nom. Il fait ça souvent, ce enfoiré de site, il est très bien. Là, j'utilise Watamovie, qui propose des films aléatoires, mais par contre, il y a des fois où il se plante totalement sur le nom du réal. Et en effet, c'est Tommy Wirkola, le réal, alors qu'il me disait un nom totalement autre. Il me disait qui ? J'ai effacé la page. Mais non, il me disait Raffaella De Laurentiis. Donc bref, Tommy Wirkola qui a réalisé Hansel et Gretel. Ah bah c'est le réalisateur de Death Snow. Ah bah voilà, hein, on finit par retomber sur nos pattes, les amis. Hein, on finit par retomber sur nos pattes. Ouais, c'est ça, Death Snow, donc Hansel et Gretel. Et donc il est réalisateur de quelle origine, comme ça je vais savoir de quel pays vient Death Snow. Il est Alta Norway, il est norvégien, donc Death Snow était un film norvégien. Voilà. Il y a un mec qui utilise une tronçonneuse dans ma rue, j'ai l'impression. Et donc, Seven Sisters, ça raconte l'histoire dans un monde futur dystopique où il y a une surpopulation de dingue et donc on n'a pas le droit d'avoir plusieurs enfants. Nénéné. Et le truc, c'est qu'il y a un personnage dont la fille accouche de 7 enfants. Elle ne résiste pas à l'accouchement, elle décède malheureusement, mais elle a des septuplés. Et donc lui, il va les élever, ces 7 petites filles, pour les protéger du monde extérieur. Et le principe, c'est que chacune va sortir un jour de la semaine. En fait, elles vont vivre une vie normale, mais voilà, il y en a une qui s'appelle lundi, l'autre mardi, mercredi, et elles vont toutes devenir quelqu'un, devenir une identité, une seule identité, en fonction des jours de la semaine, mais elles ont toutes des comportements ultra différents. Donc c'est un concept qui fonctionne bien, et le problème arrive le jour où Monday, lundi, disparaît. Qu'est-ce qui se passe ? Mystère et boule de gomme, et là on va tomber dans une espèce de grande machination, et on va en apprendre un peu plus sur cet univers-là, et tout ça, et tutti quanti, quoi. Le film avait été un gros succès l'été où il est sorti, parce que, mine de rien, il n'y avait pas grand-chose en face, et donc ça avait vraiment pas mal marché. Il avait été aussi ultra bien marketé, il faut dire ce qu'il y a avec ce délire, vous ne trouverez jamais la fin, qu'est-ce qui est arrivé à lundi, enfin Monday, what happened to Monday. Vraiment, il y avait un espèce de teasing sur le film dont il est impossible de deviner les tenants et les aboutissants du film. Je ne vais rien vous révéler dans cette vidéo, c'était pas le but. Juste, je vais dire que oui, en effet, la fin est à la fois pas si originale que ça. Il n'y a pas un côté genre, j'ai pas eu l'impression de me retrouver devant le Sixième Sens, Fight Club ou Psychose. Hein. Je me suis retrouvé dans un film où oui, non, quand même. Hein. On a un peu deviné ce qui est arrivé, quoi. Le film avait fait également énormément de bruit pour son aspect technique, la technique qu'il avait utilisée, parce que Noomi Rapace joue 7 rôles, et il y a des fois où elle est en même temps dans le plan, donc 7 fois. Donc c'est vrai que c'était assez bluffant, pour le coup, c'est très bien fait, on y voit que du feu. Après, est-ce qu'il y a la performance d'actrice est plutôt... Bon, elle joue bien, Noomi Rapace, c'est vrai que c'est une actrice qui se donne pas mal pour ses rôles, donc là ça fonctionne bien.
Elle joue par moment la meuf qui fait la... Après, le truc, c'est que les différentes personnalités sont très caricaturales. T'as vraiment la meuf qui fait du sport, qui est en mode badass. T'as la meuf qui est la bimbo, qui est juste une bimbo. T'as la dépressive écrivain. Enfin, t'as un peu cette espèce de stéréotype, quoi. T'as la mère au foyer qui est ultra... qui est la mère au foyer parfaite. Enfin, tu vois, vraiment, les personnalités sont ultra segmentées et très très différentes les unes des autres. Donc, il y a un côté où je trouve pas que sa performance soit si hallucinante que ça, tellement justement il n'y a pas de subtilité dans les personnages, malheureusement c'est plus lié à l'écriture, c'est que bah oui elle peut jouer ces personnages quand t'as l'équivalent des 7 nains à jouer et qui sont tous aussi différents les uns des autres et ils ont tous un aspect qui est vraiment mis en avant. Je trouve pas que ce soit une espèce de performance d'acteur de dingue de les incarner, même si tu en interprètes 7. Voilà, après on est dans un futur dystopique qui est pas dingo, je suis pas fan de ce futur là, je trouve qu'il est pas très logique, il est même un peu con. Et alors, bon, bah, je vais pas aller plus loin pour pas révéler la fin, mais on est vraiment sur de la... Il y a une petite révélation qui est pas mal. Il y a des révélations qui quand même sont plutôt croustillantes, voilà. Je vais pas faire mon mijauré. Si vous aimez bien les films de SF futuristes, avec un élément dystopique et tout ça, vous en aurez pour votre petite... je crois qu'il est peut-être dispo sur Netflix, ou il le sera bientôt. C'est un film qui a été distribué par Netflix à l'étranger. Donc si vous avez un VPN, par exemple, vous pouvez le voir sur le Netflix américain. Là où nous, c'est pas encore le cas. Mais, et cette vidéo n'est pas sponsor, je disais juste ça comme ça. Donc je ne dis pas de quel VPN je parle, attention. Mais, non, après, c'est pas un mauvais film, genre c'est pas une daube du tout. Mais c'est un peu léger, c'est vrai qu'il y a des séquences d'action qui sont pas trop mal. Au moins ça le mérite. Ça a le mérite à l'heure actuelle, encore une fois, de nous proposer une histoire originale avec un univers qu'on n'avait pas vu avant, avec des personnages qui ne sont pas adaptés de quoi que ce soit. Voilà, c'est un film de SF inédit dans les années 2000, et pas comme s'il y en avait 15 milliards, hein. C'est pas comme s'il y en avait 15 milliards. Donc, je vais pas faire mon mec qui est pas d'accord, je vais pas dire, oh non, franchement, c'était vraiment de la merde. Non, je suis pas d'accord, c'était plutôt cool. Après, c'est pas parfait, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, c'est pas le film le plus recherché de la planète, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont plutôt réjouissantes dans ce film. Donc voilà, c'est un film bien fait, avec une tentative de création d'univers, qui est majoritairement, je crois, américano-belge-britannique, français, donc c'est vraiment une coproduction internationale quasi plus européenne, ce qui lui donne aussi cette espèce de touche, voilà, un peu autorisante, légèrement autorisante, quoi. C'est un film de SF avec une personnalité d'un mec derrière qui fait un peu ce qu'il veut. Et ça fait du bien. C'est pour ça que ce côté un peu inédit du film m'a plu. Et voilà, j'aime bien les films qui parlent de futur et de dystopie. Et on est un peu sur la même thématique que le film d'avant, là, que j'ai oublié à l'instant, là, de District 9. Voilà, un peu. On essaie d'aborder le problème de la surpopulation, sauf que là, c'est fait avec des moufles. C'est clairement fait avec zéro subtilité. Mais il y a quand même un petit titre révélation finale qui est pas mal. Ouais, j'ai pas envie d'en dire trop, mais c'est vrai que ça m'avait un peu surpris. J'avais été un peu surpris. Après, voilà, on n'est pas sur le plus grand thriller de la planète non plus. Hein. Ça aurait été réalisé par David Fincher, ça aurait été mieux. Mais c'est pas David Fincher qui l'a réalisé. C'est le réalisateur du film de zombies avec des nazis. Voilà. Mais bon, le mec, il a réussi à se faire percer grâce à ça. Chapeau à lui. Écoutez, à Seven Sisters, je lui donne la petite note de 12 sur 20. Voilà. Au-dessus de la moyenne, petit film de SF qui passe bien, Noomi Rapace qui fait le taf, des séquences d'action, on est sur de la technologie futuriste. Si vous aimez bien voir des gadgets futuristes, genre ils ont un espèce de glace de maquillage qui maquille automatiquement d'une certaine manière précise et tout, c'est plutôt cool, voilà. Moi j'aime bien les films qui se passent dans le futur, globalement, vous me mettez un futur, vous essayez de me faire le futur un peu cool, et souvent ça me parle pas mal. Bah on est arrivé au bout de cet épisode, ça m'a fait plaisir d'en refaire un tout seul, voilà, je vais en refaire avec des invités. Comme je disais, normalement, je finirais par faire un podcast de cette émission. Pour le moment, c'est un peu chiant de faire un podcast, en fait. Non, mais c'est pas chiant techniquement d'enregistrer, mais c'est chiant de trouver une plateforme pour t'héberger et tout. C'est vraiment pas si facile que ça. Je pensais que c'était aussi simple que YouTube. Et en fait, que tu tapais podcast sur Google et que tu tombais sur des sites qui te permettaient de balancer un podcast, c'est beaucoup moins clé en main que YouTube, mais c'est parce que justement tu n'appartiens pas à une grande corporation américaine qui a le contrôle de tes vidéos et qui en fait ce qu'ils veulent. Non, justement, le principe du podcast, c'est que ton fichier, il est à toi et tu l'héberges sur un serveur que tu as choisi toi, et après tu ne fais que poser des liens vers ton fichier sur des sites ou des applications. Mais le fichier, il est toujours... il n'appartient pas à YouTube. Le principe du podcast, il n'appartient pas à Apple Podcast. Donc, je vais quand même essayer de le faire parce que je pense évidemment que ce programme sera plus intéressant
à ne faire qu'écouter. Je trouve ça, voilà, c'est vrai que c'est un programme qui s'écoute plus qu'autre chose. J'ai pas envie, moi, de faire en sorte que ça devienne un truc ultra visuel ou quoi que ce soit. Non, c'est une petite dose de discussion ciné qui dure entre 1 heure et 2 heures tous les 15 jours à peu près, et puis voilà. Et comme ça, on brasse plusieurs films, on parle de différentes époques, différents pays, et ça fait toujours plaisir. Mais moi, ça me pousse un peu à m'intéresser à différents films pour pouvoir justement vous en parler après, même si, au final, beaucoup de choses sont au hasard. Mais il y a des fois où je tombe sur des films que je n'ai pas vus, et je me dis, ça, j'ai envie de le voir, tu vois. Mais, écoutez, c'est bon, je suis arrivé au bout. J'ai enlevé mon masque, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, c'est toujours la critique masquée pour le moment, mais où je fais des stories, où je vous donne un peu les coulisses de ma vie de youtubeur, les coulisses de ma vie de scénariste en devenir. Là, je vais commencer un travail très vite, donc sur mes stories, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la création des séries télé françaises, parce que je vais donner un peu les coulisses de tout ça sur mon Insta, donc n'hésitez pas à vous abonner à tout ça. N'hésitez pas à me mettre vos recommandations de films pour le fameux 9 2 points, et vous me mettez dans les commentaires les suggestions que je te tire au sort dans le prochain épisode. Voilà, normalement le prochain épisode, il n'est pas enregistré, mais il est calé, ce sera avec un invité que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir le faire. Je serai je vais pas faire en sorte que ce soit le fiasco que j'ai eu avec Seb, non, je serai souriant, disposé à écouter, je ne serai pas hautain et en ayant l'impression d'en savoir plus que mon invité. Je m'en excuse encore une fois de ce petit faux pas, mais voilà, c'était... Écoutez, c'est comme ça, on n'est pas parfait. On est des humains pleins de failles. Et j'ai exposé mes failles au grand jour. Et j'ai mis mal à l'aise un invité dans une émission que j'ai fait. Ça arrive. Mais je m'en excuse, Seb. Si tu m'entends, si t'es arrivé jusque-là dans cette vidéo, sache que je m'en veux de t'avoir mis dans cette situation et que j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire une qui se passera mieux. Voilà, ce n'est que partie remise. Là, ça s'est pas bien passé. Enfin, en plus, ça s'est bien passé entre nous. Je veux dire, moi, j'ai pas du tout de problème avec toi et l'enregistrement était plutôt agréable. Mais c'est vrai que force est de constater qu'à l'image, ça passe pas du tout. C'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. D'ici là, kiffez votre life et bonne toile!